podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec un coach, un triathlète, un coureur de trail, un kiné qui fait de la préparation pour des athlètes, qui a fait toutes sortes d'événements, dont le Canada Men et bien plus. Puis, il revient de la Guadeloupe en plus. Donc, Félix Guévremont, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Puis, bienvenue sur le podcast. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi, Jean-François. Je suis vraiment content d'être ici ce soir. Cool, ben pareillement. Écoute, première question, là, comment que le sport est arrivé dans ta vie pour toi? En fait, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours aimé être dehors, jouer avec mes amis. Mais à un moment donné, je te dirais que ça a plus ancré à l'adolescence où j'ai vraiment eu des problèmes de comportement, où on m'a renvoyé d'une école. J'ai fini dans une école d'ADPJ. Puis, tu sais, je mangeais mal, je faisais plus de sport d'équipe, puis ça allait vraiment pas bien. Puis, à un moment donné, il y a une psychoéducatrice qui m'a dit, Félix, tu viens en vélo, tu sais, à l'école, si à un moment donné, tu sens que, tu sais, tu sens ça monter en toi, là, que t'as trop d'énergie, là, puis tu as envie de jeter les pupitres partout dans la classe, ben, tu peux prendre ton vélo, puis aller faire un tour, puis revenir. Puis j'avais essayé ça, puis ça m'avait tellement aidé. Donc, depuis ce temps-là, j'utilise vraiment le sport pour m'aider finalement à canaliser, tu sais, à gérer mes émotions. Puis là, maintenant, ça m'aide avec ma vie personnelle, ma vie professionnelle, puis j'essaie de redonner aux autres. Donc, c'est pour ça que je suis content d'être là ce soir, puis d'essayer tu sais, de motiver les gens à faire plus de sport, à induire ça dans leur vie. Surtout, pas juste à être sportif, mais d'être actif. Donc, tu sais, de bouger, de marcher, vraiment les déplacements actifs, puis d'instaurer ça, puis tu sais, de transférer ça à leurs enfants là, par la suite, parce que vraiment, là, ça fait une communauté qui est beaucoup plus agréable là, dans ce temps-là. Tellement d'accord avec toi, puis si on parlerait à ma copine, je suis sûr qu'elle te dirait, si je passe 2-3 jours inactif, elle s'en rend compte assez vite sur mon humeur. C'est sûr, ah ouais, absolument, là, ça paraît tellement, là. Mais c'est vrai que, puis en plus, tout notre entourage en bénéficie, là. Oui, oh oui, absolument. Puis, tu sais, on le voit là aussi quand on réalise des défis de fou, là, des fois, ben, tu sais, c'est pas grave si, exemple, notre voisin il est pas capable de faire ce truc-là, mais ça l'inspire. Puis, déjà, si ça l'inspire à aller marcher un 15-20 minutes par jour, là, déjà, s'il fait rien, ben, c'est déjà énorme, là. C'est vrai, ça fait toute une différence, puis je pense qu'on a tous chacun ses propres limites, puis c'est d'apprendre à voir ce qui est bon pour nous, là. Ouais, puis de consulter justement un kinésiologue, voir c'est quoi que vous aimez, de pratiquer l'activité que vous aimez, puis ensuite d'y aller progressivement avec ça, puis de jouer avec les saisons. On est chanceux d'habiter au Québec, là, on a différentes saisons, donc ça varie tout le temps, puis on peut progresser de ça, là, justement. Tu sais, nous, on s'est entraîné à la chaleur là, en Guadeloupe. Donc, tu sais, quand quelqu'un s'entraîne régulièrement à la chaleur en été ici, que c'est très humide, très chaud, on arrive à l'automne quand c'est frais, là, pendant 2 semaines, un mois, là, on a vraiment une belle compensation là, de cet entraînement-là à la chaleur et à l'humidité. Ouais, c'est clair. Ok, super. Donc, c'est quoi le premier sport qui a été marquant pour toi? Tu parlais de vélo? Ouais, ben en fait, au début, je faisais des sports d'équipe, donc je jouais au hockey, je jouais au basketball, j'ai joué au football aussi. Donc, c'est vraiment Ok, des ok. ça qui était beaucoup plus fun, jouer au hockey dans la rue. Mais après ça, ça a tourné beaucoup plus à des sports individuels. Alors, le vélo a commencé un peu plus, puis j'ai toujours fait du vélo. J'ai fait des longues distances de vélo avec mon père, tu sais, quand j'étais jeune, puis on allait, tu sais, faire le tour du lac Saint-Jean en vélo pour camper. Donc, le vélo a toujours été là, mais sans nécessairement être compétitif. Puis ensuite, c'était juste pour me mettre en forme parce que j'avais pris du poids à l'adolescence hein, quand je faisais pas de sport puis que j'étais vraiment violent. J'étais monté à 150, 155 pour un gars de 12 ans. J'étais pas si grand que ça. Tu sais, je mesurais, tu sais, 5 pieds 11, donc j'avais quand même un certain embonpoint limite obèse. Donc là, finalement, en faisant de la natation, de la musculation, ça m'a vraiment aidé. Puis, tu sais, dans le gym, je faisais un peu de course à pied, mais ça n'a jamais été compétitif.
Puis donc, ça a vraiment été ça comme ça pendant toute mon adolescence. Ça m'a vraiment aidé tu sais, à l'école là, par la suite. Donc, ça OK, commence. OK. Fait que t'as toujours été pas mal multisportif, là. Oui, oui, moi je veux essayer tout, je veux toucher à tout, je veux vraiment tu sais, découvrir la nature aussi. Je viens de la ville, je viens de Montréal, mais là maintenant on est à Piopolis, donc on a vraiment un beau cadre naturel pour se promener, s'entraîner. Mais tu sais, Fait que même t'es près de Mégantic, en fait, pour situer peut-être certains auditeurs qui n'ont aucune idée. ah, ben c'est ça, je suis à côté du Mont Mégantic, donc je suis vraiment tu sais, à 15 minutes du Mont Mégantic. Euh, OK. Mont Gosford, je suis à Piopolis, un super beau village sur le bord du lac Mégantic. Puis c'est ça, c'est le lac Mégantic qui est le village, la grosse ville la plus proche là. OK, OK. Super. Donc, est-ce que tu t'es lancé dans le triathlon rapidement? Ça a été quoi le premier sport que tu as commencé à faire des compétitions? Ouais, c'est ça. Mais en fait, comme kinésiologue, j'ai commencé à travailler pour la compagnie Esprit de Corps, qui était une compagnie qui faisait de la mobilisation d'équipe en entreprise. Donc, Mhm. en mobilisation d'équipe et leadership. Donc, on allait dans les entreprises, puis on faisait des défis comme Montréal-New York à la course à relais, ou exemple Ottawa, Montréal en Rabasca. On faisait la traversée de la chaîne présidentielle du Mont-Washington avec des équipes de travail ou avec l'école d'entrepreneurship de Beauce pour justement tu sais, développer la communication, voir comment les équipes travaillent ensemble, faire sortir finalement c'est quoi que les individus ont à l'intérieur d'eux pour ensuite donner des outils pour mieux travailler en entreprise. Donc là, j'ai travaillé on faisait des randonnées en voilier aussi à Québec avec cette compagnie-là. Puis à un moment donné, je dis ça à une de mes collègues, ben moi j'aimerais ça faire du triathlon parce que tu sais, du voilà, maintenant je cours, je fais du vélo, puis je nage. Ben, genre, c'est vraiment dur le triathlon, là, c'est, tu sais, pour faire des longues distances en plus, puis là, c'est comme c'était pas très très encourageant, mais je voulais vraiment le faire, donc je me suis acheté un vélo, puis là, ben là, j'ai commencé à faire du vélo et en 2012, mon premier triathlon, c'était le Trimenfré, le demi-longue distance au Trimenfré. Puis c'était correct, j'ai réussi à le finir, mais disons qu'au niveau nutrition, j'avais encore à apprendre. Puis gestion d'effort, préparation mentale, la forme était là, mais tu sais, les autres aspects de nutrition ou le mental, là, ça a vraiment des gros, gros, gros impacts là, sur les distances ou tu sais, même tu sais, le sport d'endurance comme on fait, puis ça soit même un 5 km de course sur route, là, c'est important de prendre ça en considération. Donc, ça a commencé comme ça, tu sais, je voulais vraiment essayer le triathlon, la course à pied, différentes distances pour mieux aider les athlètes que j'avais là, en préparation à côté pour vraiment voir c'est quoi qui vivent, c'est quoi qui passe à travers, puis après ça, mieux les guider. Puis là, tu vois, là, on est en 2025, donc ça fait déjà 13 ans là, que je suis vraiment plus compétitif, on va dire, où je vais vraiment à des événements de compétition. Mais c'est depuis 2010, là, alors ça fait plus d'une quinzaine d'années. Puis tu vois, là, on avait la. Puis le kayak a pris une grosse place dans ma vie aussi pendant longtemps, le kayak de mer. Donc en OK, 2010, OK. parti la compagnie Solstice Plein Air qui faisait de la location de kayak de mer, de stand-up paddleboard, de canot ici à Piopolis. Puis là, cette année, c'était notre 17e anniversaire, mais là, on a arrêté parce que, bon, mes parents s'en viennent vieux, mais fatigués, mais moi, j'ai des petits-enfants, donc là, on avait trop de choses. Donc, on a passé le relais à quelqu'un d'autre. On a vendu l'entreprise comme ça. Et j'ai fait beaucoup de kayak, donc beaucoup de kayak de mer, un peu partout au Québec, un peu à l'extérieur du pays aussi. Donc ça a pris une grosse place là aussi là, à la fin de l'adolescence, puis pendant les 15 dernières années, là, c'est vraiment un beau sport aussi. Là. Donc ça ressemble à ça, ouais. Puis t'as fait de la course de trail aussi, quand même longue distance, et t'en fais encore aujourd'hui. Ouais, j'ai toujours aimé en sentier. Puis tu vois, la première course de trail que j'ai faite, de mémoire, c'était celle à Charlevoix. C'était l'Ultra Trail de Charlevoix, les premières éditions, là. Ah, Euh, dans le temps que 65 km, c'était une longue distance de trail au Québec, là. exactement, c'est ça. Donc, Ça, c'est la bonne vieille époque, pareil, là. oui, oui, mais c'était super le fun. Puis, Ouais, tu sais, ouais, la communauté est encore vraiment le fun, mais il ouais. y avait vraiment moins de monde à ce moment-là. Tu sais, les événements étaient plus petits quand Ah même. non, il y avait 17 coureurs de trail au Québec, dont Patrice Godin et ce groupe-là, là. On l'avait fait avec Caroline Côté. Tu sais, il y Ouais. avait tu sais, d'autres amis qui étaient présents à l'événement. Mais Caroline, on avait fait Montréal-Toronto aussi à ce moment-là avec elle. Puis maintenant, tu sais, c'est rendu tellement une grande exploratrice puis
quand elle se présente dans un événement, là, c'est assez impressionnant. Donc, tu sais, c'était le fun de pouvoir la côtoyer sur cet événement-là avec elle. Puis après ça, ben, ça a été, tu sais, j'ai fait des 80, des 100 kilomètres. Ça a plus été ma distance. Au-delà de ça, tu sais, c'est correct, c'est des gros défis. Puis moi, j'admire vraiment les personnes qui font des plus longues distances. Puis j'ai entraîné du monde qui font des plus longues distances. Mais personnellement, je préfère des distances un peu plus courtes. Là. En bas de 100 kilomètres, ça me convient un peu mieux. Là. Donc, ça a été plus ces distances-là que j'ai faites. Puis, tu sais, des fois, ça a vraiment bien été, des fois un peu moins. Des fois, j'ai fini sur le podium, des fois non. Tu sais, ça dépend toujours qui est là, puis quelle compétition, puis quel terrain me convient mieux. Puis finalement, j'ai touché à tout. Puis le but là-dedans, c'est de redonner à la communauté, donc d'aider après ça des coureurs à réaliser leurs défis. Donc, tu sais, pendant vraiment, depuis 2012, là, vraiment, mes premières courses de trail, tu sais, d'événements de compétition, puis j'en ai fait régulièrement, là, à chaque année, sauf les années de la COVID, j'ai plus fait des défis personnels, là, à ce moment-là. OK. Mais Pas non, long. mais écoute, c'est parce que c'est nostalgique pour moi. J'ai commencé en 2015 le trail. Fait que j'ai commencé un peu dans ces années-là, qui était le Bromont Ultra, ma course locale, mon 55, qui était ma première vraie initiation en trail, là. Ouais. Fait Ouais, que, OK. c'est super beau là, à Bromont. Tu vois, ben, je sais pas si tu voulais en parler un peu, mais à un moment donné, tu sais, j'avais sorti un livre Courir ensemble en 2015 et je m'étais présenté justement, mais c'était en 2014, je m'étais présenté au Bromont Ultra. Puis j'avais OK. revu avec Johan Rock à ce moment-là, puis j'avais rencontré Patrice Godin, puis c'était vraiment à cet endroit-là que j'ai fait l'entrevue avec Johan qui s'est retrouvé dans ce livre-là, là, justement. Donc, ouais, c'est un bel événement, le Bromont Ultra. Cool. Puis ton livre, ben, puisque t'en parles, je pense qu'il est rendu un peu plus dur à trouver, mais. Ouais, on avait sorti comme des éditions limitées. Je ne dis pas qu'il y a peut-être un tome 2 qui va sortir à un moment donné ou on va le faire d'une autre manière, là, mais tu sais, pour l'instant, faut vraiment faire une demande, on va dire une demande d'amitié sur Facebook, une demande de Félix. J'aimerais vraiment ça, lire le livre Courir ensemble. Puis maintenant, ben, en fait, il est gratuit. On va le trouver en format électronique, justement, sur cette page-là. Puis le but, c'est vraiment juste de promouvoir les saines habitudes de vie puis le sport. Donc, en fait, on retrouve autant des coureurs de trail, des coureurs de route, des coureurs au niveau du triathlon, préparation mentale, nutrition, musculation. C'est un livre super intéressant. Puis, tu sais, il y a Pierre Lavoie qui est là-dedans aussi. Donc, il y a Bruni Surin, vraiment des athlètes incroyables. Puis le but là-dedans, c'est vraiment d'aider les gens à se mettre en action puis à bouger. Là. Alors, si jamais ça vous intéresse, vous me faites une demande, puis ça va me faire plaisir de vous le partager. Là. Cool. Puis ça, si t'avais écrit ça toute seule? Ben, en fait, c'est moi qui ai posé les questions aux gens comme kinésiologue. Puis ensuite, en fait, ça a été un gros travail parce on a filmé, on a enregistré les personnes avec les questions. Puis dans ce temps-là, l'intelligence électronique, c'était moins présent, tu sais, c'était pas Ouais. aussi développé. Puis en fait, j'ai tout retapé. J'ai tout retapé des vidéos. Tu sais, j'écoutais les vidéos, Wow. retapé. Parce que je voulais vraiment je voulais pas que les personnes écrivent leur texte, mais je voulais vraiment poser des questions puis avoir la réponse de manière chaleureuse puis de manière directe. Ouais, Donc, puis c'est pour ça que ça a été fait en personne aussi. ouais, exactement, c'est ça. Donc là, en fait, je l'ai fait avec ma mère. C'est ma mère, elle m'a aidé à retaper le truc. On était chez nous, puis on passait des heures et des heures à retaper ça, puis on l'a sorti le 14 février 2015. Et ça a été un beau livre. Il y a Nancy Les Tourneaux Pixel qui avait fait la page couverture. Puis that's it. On était vraiment une petite équipe. Hein. C'est Marquis à Sherbrooke qui a fait l'impression. Puis ensuite, nous, on l'a distribué au niveau des boutiques de course à pied. Puis les gens pouvaient l'acheter direct sur Internet. Ils pouvaient nous faire une demande, une commande comme ça. Puis on le livrait là, de cette manière-là. Donc, ça a été vraiment friendly là, comme projet. Mais on a quand même lancé des bons fonds pour le sport à polyvalente à Mégantic. Ah, c'est cool, mais par curiosité, t'as jamais pensé de ressortir une nouvelle réédition, mettons, via Amazon, quelque chose du genre? De courir ensemble. Ouais? Ouais, mais c'est sûr qu'il faudrait que ça soit vraiment axé sur encore ramasser des fonds pour le sport à polyvalente, à Mégantic. Il faudrait que ça soit le même projet ici comme ça. Ouais, ça pourrait être une bonne option. Il faudrait que je revoie avec tous les intervenants qui sont dedans. Mais je te dirais que comme Ça a l'électricité tellement évolué, j'imagine, aussi, hein, depuis 10 ans.
les conseils là aussi, puis tu sais, même les recherches et tout ça, ça a tellement Mhm. évolué que ça vaudrait la peine peut-être d'en sortir un tome 2 parce que aussi, tu sais, personnellement, là, je poserais pas les mêmes questions. Il y a tellement de connaissances finalement que j'ai acquises avec l'expérience aussi à travers depuis 2015 là. Ah ouais, ouais, ouais. Ça a tellement évolué que ça vaudrait juste la peine, tu sais, d'en faire un tome 2. C'est juste que Ouais. c'est quand même beaucoup d'énergie, tu sais, avec les petits-enfants, les compétitions, le travail, tout ça, c'est de trouver un temps pour sortir ça. Donc, on essaie de voir c'est quoi la meilleure option, mais tu sais, en même temps, c'est pour ça que là, je participe au podcast avec toi parce que, tu sais, j'aime vraiment ça, pouvoir te parler, avoir accès aux personnes qui sont directes, puis de leur donner des trucs comme ça parce que tu sais, puis je préfère que les gens ils viennent aux événements aussi qu'on organise avec Course Nature. Comme ça, je les rencontre en personne. Si vous avez des questions, vous me les posez. Je préfère plus ce contact-là aussi. Ouais. Puis après ça, ben, on amasse des fonds pour des organismes en même temps, puis on soutient des organismes comme ça, là. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que moi, tu sais, je me rappelle dans ces années-là là, qu'on commençait le trail puis que c'était Roots, c'était tellement Roots au Québec, là, il y avait 6 événements puis 17 coureurs, comme je disais. Puis à cette époque-là, il y a les blogs qui étaient super populaires, hein. Oui. Puis là, je me suis rendu compte que comme avec la pandémie, on dirait que le podcast est devenu le nouveau blog, là. Oui, ouais, absolument, c'est ça, mais au moins c'est plus interactif, tu sais, les gens ils peuvent nous écouter, puis c'est beaucoup plus chaleureux, plus direct. Tu me poses la question, tu vois, puis tu sais, je réponds, puis les gens, en fait, ils peuvent l'écouter en courant, ils peuvent l'écouter justement en faisant leur entraînement, puis ça reste plus dynamique. C'est certain qu'ils peuvent pas le relire, puis il faut tout le temps avoir tu sais, un peu leur téléphone ou leur iPad avec ça. Donc ça remplace pas un livre. C'est juste de la manière que je vais vouloir écrire le livre. Puis j'attends que, tu sais, exemple, ma femme, elle soit un peu plus disponible parce qu'elle est vraiment occupée avec les enfants, puis on organise les courses et tout ça, mais elle est rédactrice, correctrice professionnelle en français, puis elle a vraiment une belle plume, elle écrit super bien. Donc, à un moment donné, on va trouver de la manière tu sais, de sortir un livre qui va vraiment être le fun à lire, puis qui tu sais, un peu moins théorique, mais beaucoup plus de manière ludique. Alors, que ça soit pour les enfants peut-être, ou tu sais, on va trouver une forme, là. Parce que le livre, il va jamais disparaître, là, pareil, là. Ouais, 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 c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. C'est juste que je pense qu'on est rendu dans un art qui est quand même peut-être plus. En tout cas, dans le monde des coureurs, il y a beaucoup de livres audio qui se consomment, là. Absolument, ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est beaucoup de livres audio, absolument. Super. Écoute, puis c'est quoi tu parlais de conseils. C'est quoi le conseil que tu aurais voulu avoir il y a une douzaine d'années quand tu as commencé, puis qu'aujourd'hui tu te dis, aïe, aïe, Ouais. ça m'aurait tellement aidé, ça, quand j'ai commencé. Ouais, ben en fait, ça me sert encore maintenant, là, c'est tous les aspects de préparation mentale, hein, ça aide pas beaucoup. Hmm. Donc, en gros, là, c'est d'avoir déjà une bonne visualisation, de savoir comment visualiser. J'ai travaillé avec Alain Vigneault, qui est préparateur pour des athlètes aux Jeux Olympiques. Il est allé aux Jeux Olympiques 4 ans. Puis, on a travaillé ensemble à l'école d'entrepreneurship de Beauce, là, justement, sur des défis d'entrepreneurship. Et en fait, vous le retrouvez dans Courir ensemble avec tous les principes, mais ça m'a vraiment aidé, puis ça m'aide encore maintenant. Donc, exemple, les ancrages. C'est avoir un ancrage, un signe ou quelque chose, un objet que vous transportez dans vos événements qui vont permettre de refocuser sur le moment présent, puis de revenir dans le moment présent, puis pas de partir justement dans des fois des discours internes qui sont dysfonctionnels. Donc, il y a ça. Puis ensuite, les 3 mots-clés. Donc, de trouver des mots-clés que dans certaines situations, vous savez que vous avez quelque chose à travailler à ce moment-là. Puis d'avoir des mots-clés qui sont pertinents, vous allez pouvoir vous répéter assez facilement, qui vont vous aider justement à continuer à avancer dans votre défi. Puis ensuite, la respiration, donc des techniques de respiration, parce que, tu sais, sérieusement, quand j'ai commencé à courir ou à faire des compétitions, là, je respirais comme ça venait, hein. Tu sais, je veux dire, j'étais essoufflé ou, tu sais, ou doser l'intensité. Ça allait avec les fréquences cardiaques, mais au niveau de la respiration, tous les exercices de respiration que j'ai appris au fil des années, que ce soit la cohérence cardiaque, la marche afghane, puis ensuite respirer carré, respirer en rectangle, tu sais, des exercices de respiration, puis de respirer justement, tu sais, faire des exercices de respiration par le nez, puis d'être de plus en plus capable de prendre des bonnes inspirations, expirations par le nez, même quand on est en effort.
il y a des recherches qui ont montré que des personnes justement qui étaient développées à être habituées à respirer par le nez dans des tests de maximum de VO2 max, ben, étaient capables d'avoir un meilleur VO2 max versus des personnes justement qui respiraient juste, exemple, par la bouche. Là. Donc ça a vraiment un gros impact, autant au niveau de la performance que de la préparation mentale, parce que tu es capable vraiment de ralentir ta fréquence cardiaque avec ta respiration. Donc, si tu allonges ton expiration, ben, tu peux vraiment faire descendre ta fréquence cardiaque. Puis ça, c'est énorme parce que euh, ça consomme tellement d'énergie quand tu as une fréquence cardiaque qui est très haute. Puis si tu peux la faire diminuer puis avoir quand même une vitesse X qui est la même, c'est beaucoup parce qu'on s'entraîne tellement fort, là, justement, pour avoir une meilleure condition physique. Mais s'il y a des petits trucs comme ça qui nous permettent sans nécessairement augmenter la charge d'entraînement ou rajouter de la difficulté à nos entraînements, mais c'est des petits trucs qui vont nous permettre de soit avoir une meilleure performance ou de rendre ça plus facile puis plus agréable. Là. Donc, c'est vraiment tout au niveau de la préparation mentale, c'est avoir un bon échauffement, créer une routine, essayer de toujours faire la même affaire, puis avoir une checklist mentale. Puis ça, ben, ça fait longtemps que je le sais, là, la checklist, là, mais entre faire quelque chose puis l'appliquer, des fois, il y a un monde. Donc là, la checklist mentale de vraiment écrire une liste concrète là, sur un papier de ce qu'il ne faut pas que tu oublies, puis il faut que tu fasses avant une course. Et ça, c'est super pertinent, puis de la mémoriser comme ça, même si tu n'as pas ton papier, avant la course, tu sais qu'est-ce que tu as à faire, dans quelles étapes, quand manger, quand aller aux toilettes, quand faire ton échauffement, créer une routine. Et ça va vraiment rajouter beaucoup de confiance. Donc, ça a vraiment une grosse pertinence. Je te dirais que il y a beaucoup de points là, que je connaissais pas quand j'ai commencé à courir, puis que maintenant je connais, mais la préparation mentale, ça joue pour beaucoup. Là. Ouais, puis on est tellement rendu dans l'optimisation d'un peu tous les paramètres. On le voit, les temps qui diminuent sur les courses à chaque année ou presque, là. Fait que c'est vraiment, je pense. Puis la préparation mentale, c'est de plus en plus d'actualité depuis 5 ans aussi, environ, là. Exactement. Oh, oui, absolument. Puis oui, les gens s'améliorent. C'est rendu que, tu sais, même des amateurs, ça s'entraîne comme des pros. On a accès à vraiment beaucoup de connaissances. Donc là, à un moment donné, l'entraînement reste le même sur papier. Tu as ton volume à faire, tu as ton intensité à respecter. Tu sais ce que tu as à faire dans ta semaine. Il reste juste à le faire. Là. Ça, c'est un point. Mais après ça, il y a plein d'autres choses que tu peux optimiser, autant la récupération, parce que souvent, les gens ils disent qu'ils souffrent de surentraînement, mais c'est plus la récupération qui est moins là. Donc, tu sais, d'avoir finalement une hygiène de vie, autant au niveau du sommeil, d'avoir un bon sommeil, d'optimiser ça. Après ça, de comment tu t'alimentes, parce que c'est une chose de bien s'alimenter, mais comment tu t'alimentes, c'est comme là, je viens de revenir de la Guadeloupe, j'ai donné une formation de massothérapie là-bas et de nutrition, gestion d'effort et de préparation mentale. Puis je leur disais, tu sais, c'est beau, tu sais, exemple, tout dans ton assiette, là, c'est ce que tu devrais manger idéalement, puis c'est vraiment des bons aliments pour ta santé. Mais si tu le manges en 5 minutes, tu ne manges pas, tu es stressé quand tu le manges, tu regardes ton téléphone quand tu le manges, puis finalement, tu n'es pas en pleine conscience de ce que tu manges, ben peut-être que ça va avoir bien moins d'effet que si justement tu avais pris ton temps pour le manger, puis tu avais vraiment concentré sur la nourriture. Puis c'est ça. Alors, tu sais, il y a plein d'aspects comme ça que des fois, ils sont négligés. Donc, sur papier, c'est une chose, mais après ça, il y a des petits détails. Puis c'est pour ça que, tu sais, que ça soit pour améliorer nos performances ou juste pour avoir des meilleures habitudes de vie, ça vaut la peine, tu sais, d'aller chercher ces trucs-là. Mhm. Puis tu sais, les trucs de préparation mentale, moi, je vois qu'il y a du monde qui sont réticents de ça parce qu'ils disent, ah, ça, c'est pour des athlètes olympiques. Mais pas du tout parce que ça peut être un petit détail de rien qui va juste faire que tu vas apprécier plus ton moment pour l'événement. Exactement. Puis que ce soit pour les chefs d'entreprise ou pour juste quelqu'un qui veut commencer la course à pied. Puis c'est super important, tu sais, tu veux te mettre en action. Tu veux commencer à bouger, tu veux avoir des saines habitudes de vie, des meilleures habitudes de vie, des meilleurs comportements, puis tu veux bouger plus, bien souvent, c'est ces personnes-là qui pourraient avoir bénéficié vraiment de préparation mentale. C'est un athlète olympique, là, des fois, là, oui, tu le mets en mots, tu l'exposes, mais il y a beaucoup de choses que inconsciemment il faisait déjà. Puis tu fais juste le guider un peu, tu sais, peaufiner des trucs, puis vraiment, tu sais, mettre des mots sur des fois des choses qu'ils faisaient déjà, parce que c'est pas pour rien qu'ils sont rendus à ce niveau-là.
Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui commence à vouloir bouger, là, je pense que c'est hyper pertinent là, d'utiliser ces trucs-là qui sont quand même assez simples, là. Puis j'aimerais revenir sur qu'est-ce que tu disais, là, la pleine conscience, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus d'actualité, là, surtout, je pense, post-pandémie, ça a dû être quelque chose qui aide à calmer les gens, puis tout ça, mais quand tu parlais de pleine conscience pour manger, dans le fond, c'est que ça fait vraiment une différence quand tu prends plus de temps pour mastiquer que faire quatre affaires en même temps, c'est un peu ça? Ouais, exactement, parce que justement, tu digères mieux. Ouais. Quand tu prends conscience du goût, tu prends conscience de de la texture de ton aliment. Tu sens vraiment, tu sais, que tu l'avales bien, doucement, puis tu prends le temps de le mâcher. Donc, il va être mieux digéré, puis il va être mieux assimilé. Donc, c'est vraiment ça. Puis aussi, ben, juste la vitesse de digestion aussi, là, comme ça, si tu vas progressivement, puis tu prends le temps de bien manger, ben, tu as moins de troubles digestifs, peut-être moins, tu sais, moins de maux de ventre. Puis aussi, c'est dans l'ordre que tu manges tes affaires qui sont importantes. Ah Si lui, ouais? avoir, tu sais, la moitié de ton assiette, c'est des légumes, le quart, c'est des protéines, puis l'autre quart, c'est des féculents, tu sais, des glucides complexes, mais que finalement, tu commences par ta viande ou tu commences par tes glucides, mais ça va être moins efficace que si tu avais commencé par tes légumes. Parce que justement, tu sais, quand tu commences à manger, tu as vraiment une fenêtre où tu as faim, puis les premiers nutriments que tu vas prendre, ben, ils vont être plus facilement assimilés. Donc là, si tu commences par tes légumes, ben, tu vas aller chercher vraiment toutes les vitamines, toutes les fibres, tout ce qui est positif dans les légumes. Puis aussi, ben, de commencer avec ça, ben, ça ouvre la porte. Donc après ça, ça va être plus facile d'aller assimiler, exemple, tes protéines que tu vas prendre par la suite, qui sont un peu, des fois un peu plus dures à les couper, à venir digérer. Donc, il y a déjà comme un échauffement qui a été fait là, avant. Donc, après ça, ça va être plus facile d'aller assimiler tes protéines de cette manière-là. Donc, OK. ouais, c'est pour ça la pleine conscience pour mieux utiliser finalement ce que tu vas dans ton assiette. Sinon, ça peut être du gaspillage un peu. Là. C'est un peu comme quand tu bois de l'eau. Tu sais, tu peux pas boire plus que 250 millilitres d'eau par 15 minutes. Si tu en bois 500 millilitres parce que tu veux avoir ton 2-3 litres d'eau par jour, mais peut-être que tu l'as pas vraiment dans ta journée. C'est juste que le reste va partir puis tu vas l'éliminer. Donc, de prendre le temps de boire correctement aussi. Souvent, les gens, ils boivent juste pas assez. Là. Mhm. Puis pour un entraînement ou pour une compétition, c'est que les gens ils pensent qu'il faut qu'ils optimisent la nutrition, la journée de l'entraînement, mais de bien s'alimenter puis de bien boire au courant de l'année ou même 2, 3 semaines avant un entraînement ou une compétition importante, ben ça va faire vraiment un gros impact là, parce que vraiment c'est vraiment intégré à l'intérieur de toi. C'est jusque dans tes cellules que finalement elle fonctionne bien parce que tu es bien hydraté puis tu as tous les nutriments qu'il te faut. Là. Ouais, puis tu sais, tu parlais de récupération un peu plus tôt. Quelqu'un qui mange bien puis qui a une bonne hygiène de vie, la récupération se fait toute seule, là, ça va de soi, là. Beaucoup plus facile. Il y a moins d'inflammation hein, parce qu'on s'entend que le sport, c'est inflammatoire. Mhm. À côté, tu te tapes une poutine, un poulet frit, une bière, à côté, ça augmente ton inflammation, donc tu as plus de risques d'avoir des blessures, puis ta récupération va être plus longue, ça va se faire moins bien. Donc oui, absolument, là, c'est primordial. Puis la nutrition, ça joue pour un gros impact. C'est sûr que vous pouvez comme, parler avec des nutritionnistes et tout ça. Ils vont vous dire des bons conseils, mais des fois, il y a des touches comme l'aspect que je viens de te nommer qui est super pertinent. Puis après ça, ben, des fois, quand les gens ils vont vouloir utiliser des suppléments, ils vont vouloir peut-être utiliser des shakes, des protéines pour après, pour avant, des capsules qui vont leur permettre d'aller chercher peut-être un peu plus euh, euh, pour mieux transporter leur oxygène, par exemple, si tu prends des capsules de poudre de betterave. Mais si ton alimentation n'est pas adéquate ou genre impeccable là, dans le restant de la journée ou dans l'année, mais c'est peut-être pas si pertinent que ça que de prendre ces suppléments-là. C'est mieux de bien manger naturellement des vrais fruits frais, puis ça va être mieux. Là. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis moi, ma nutrition, ben la nutrition en général, je reflète ça dans la super loi de Pareto. Là. Tu sais, si 80% du temps tu fais les choses bien, ben le 20% d'optimisation avec des suppléments, ça peut être bon. Mais si 80% tu manges de la scrap, tu vas acheter des suppléments pour rien. Là. Exactement, c'est ça. Oui, ouais, tout à fait.
Super. Écoute, t'as tellement parlé de sujets intéressants, là, je pense qu'on pourrait parler 3 heures de temps. Absolument, Mais, ouais, ouais. non, Fais non, mais attention. t'as Ouais. parlé de préparation mentale, puis je voulais revenir sur des trucs de respiration que t'as Ouais. parlé. Ça a Ouais. tellement l'air intéressant. Oui, puis souvent, là, si je peux te donner un autre truc, c'est que souvent les gens, ils vont respirer, souvent quand ils sont stressés aussi. Puis là, quand tu me parlais de concentration, puis de pleine conscience, puis la pandémie, les gens ont travaillé beaucoup sur des ordinateurs, beaucoup sur des écrans, puis ça aide pas la concentration parce que justement, tu sais, on le voit avec les enfants là, qui sont souvent sur des écrans, tu sais, les enfants qui sont plus souvent sur des écrans, ils ont des troubles de déficit d'attention. Donc, en Mhm. fait, ces personnes-là qui sont stressées puis qui prennent pas conscience de bien respirer, mais ils vont souvent respirer au niveau thoracique, puis ils vont pas respirer jusqu'à abdominal, c'est vraiment de gonfler leur cage thoracique. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que leurs muscles respiratoires, comme le subclavier, le scalène, le scum, exemple petit pectoral, ou des muscles comme le dentelé postéro-supérieur ou l'inférieur ici en bas, ben, ils vont être contractés parce que justement, ils vont pas avoir une bonne amplitude de mouvement, puis ils vont être trop sollicités. En fait, c'est qu'ils vont venir avoir des muscles respiratoires finalement trop tendus. Puis après ça, ben là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont aller dans un entraînement de course à pied. Puis soit ils vont prendre des crampes, tu sais, au niveau du diaphragme, au niveau du abdominal, parce qu'ils sont trop tendus déjà. Puis après Mhm. ça, ben, ils vont pouvoir tu sais, aller chercher justement une moins grande capacité pulmonaire, un moins gros volume, parce qu'ils sont pas capables d'ouvrir leur cage thoracique. Puis ça a vraiment un gros impact ça, sur la performance, parce qu'il y a quelqu'un qui, exemple, qui fait des entraînements, mais qui respire pas bien, tu sais, dans le restant de la journée. Ben après ça, ben, il est capable vraiment d'aller chercher une moins grande performance ou une moins grande aisance de respiration durant l'entraînement, là, que ce soit à la nage, en vélo ou à la course à pied. Ouais, puis je sais que c'est plus connu chez les chanteurs, là, mais tu sais, c'est la même chose dans le sport, là, puis je pense que la science le démontre de plus en plus à ce que je cherche aussi, là. Oui, absolument, mais c'est ça, il y a de plus en plus d'études là, justement sur la respiration et les performances sportives. Là. Ouais. Puis, est-ce que tu peux donner un truc? Tu as parlé des techniques de respiration, mais tu peux-tu donner des petits trucs ou un truc comme ça qui aide à quelqu'un pour... Ouais, déjà moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Là. Tu sais, j'ai vu quelqu'un justement qui avait mis un rappel, une alerte justement sur son téléphone, tu sais, à chaque 10-15 minutes, soit d'avoir une pensée positive, mais c'était plus, moi je l'ai appliqué sur bien respirer. Donc des fois on oublie de bien respirer ou d'avoir un post-it ou quelque chose justement, tu sais, dans ton bureau ou dans ton entraînement, tu sais, dans ta pièce d'entraînement qui te rappelle justement de bien respirer. Alors ça peut être intéressant. Puis ensuite, c'est de connaître les différents exercices, que ce soit le biofeedback et 2-3 secondes d'inspiration, 3 à 5 secondes d'expiration, qui est plus de la cohérence cardiaque. Puis ensuite, bon, le carré, c'est 4 secondes d'inspiration, 4 secondes tu maintiens ta respiration, 4 secondes tu expires, puis 4 secondes tu maintiens. Ça, c'est un peu plus difficile à faire parce qu'il faut que tu maintiennes assez longtemps, mais tu peux faire la respiration en rectangle, donc 4-2-4-2, comme ça, ou sinon faire de la marche afghane qui est vraiment juste 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. Ceux-là sont un peu plus difficiles, mais la cohérence cardiaque, justement, 2-3 secondes d'inspiration, 3 à 5 secondes d'expiration, ça se fait bien. Puis graduellement, tu peux, tu sais, peut-être entre chaque, retenir ta respiration 1 seconde. Ça peut être bien. Peut-être un peu moins quand on fait un exercice physique, parce que retenir la respiration ou quand on force justement puis on retient notre respiration, ben ça peut augmenter un peu la pression artérielle. Donc, il faut faire attention à ça. Mais je dirais déjà de commencer avec ça, puis de le pratiquer régulièrement. Déjà, tu sais, c'est un peu si tu le fais 1 minute déjà dans une journée, c'est très bien. Puis au fur et à mesure du temps, c'est d'essayer d'y aller plus fréquemment, puis d'augmenter le temps que tu es en train de le faire. Là. Tu sais, de prendre, venir s'asseoir, puis de focuser sur sa respiration pendant 15 minutes. Là, déjà, tu demandes à l'autre du monde, il n'y a pas beaucoup de monde qui le font déjà. Là. Tu sais, c'est prouvé aussi là, qu'il y a plein d'entrepreneurs à succès. Ils commencent leur journée, ils font une méditation, 5, 10, 15 minutes, peu importe la durée de temps. Puis c'est quelque chose qui est vraiment bon, je pense, pour l'alignement. Puis Ouais, ben en fait, c'est ça. C'est déjà, ça fait diminuer ton inflammation versus ce qu'on préfère à d'autres moments ou d'autres choses que les gens font. Souvent, c'est de regarder leur téléphone cellulaire en se levant, puis de passer les trucs là au fur et à mesure, tu sais, comme que ce soit sur n'importe quel réseau social. Puis là, en fait, ça fait augmenter vraiment, tu sais, ton niveau de cortisol, tu sais, l'hormone du stress, puis ça augmente ton inflammation. Donc, c'est pas vraiment une bonne manière de commencer la journée. Puis aussi, ben,
ça ôte ta concentration, puis ça enlève ton énergie sur où tu pourrais la mettre. Faut que tu penses que ton énergie, c'est vraiment une réserve, tu as vraiment une réserve d'énergie. Puis si tu la consommes sur n'importe quoi, ben ensuite, il t'en reste moins justement pour mettre sur ton entreprise ou mettre sur ton travail ou mettre sur ta famille. Ça, c'est vraiment important, là. Mhm. Super intéressant. Écoute, si on revient un peu à ton parcours à toi d'athlète, écoute, on a parlé plein de choses, c'est super intéressant, mais dans le fond, quel événement qui ont été plus marquants pour toi? Je sais que tu as fait le Canada Men, entre autres. Oui, exactement. Oui, le Canada Man, j'ai fait à trois reprises. C'était vraiment bien. J'ai fait un Ironman dans l'Ouest américain que j'ai vraiment aimé. Ça a été mon premier Ironman à ce moment-là. OK. Sinon, j'ai fait des courses un peu plus rapides, comme, tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu sais, il y a un 5 kilomètres. Je pense que c'était mon premier 5 kilomètres à vie. Je l'ai fait avec ma femme le lendemain qu'on avait fait la traversée de la chaîne présidentielle. Puis on avait gagné la course ici à Lac-Mégantic, un 5 kilomètres main dans la main. Donc, Ah ça, ouais. c'était vraiment le fun. C'était un beau moment. Donc, ça, j'avais vraiment aimé ça. Euh, Sinon, je te dirais que un que j'ai vraiment été fier, j'avais fait le 80 km du North Face Endurance Challenge, mais à Washington. J'étais descendu avec un ami là-bas. Puis, Hmm. tu sais, moi, j'étais juste descendu pour l'accompagner. Puis, j'ai décidé de faire la course. J'avais fait en chaussures minimalistes. Il y avait quand même pas mal de boue. Puis, il faisait très froid. Puis, c'était en avril, mais pour nous autres, c'était chaud. Puis, pour Mais les c'est gens, une genre de course, Floride, je me rappelle de réputation, moi j'ai jamais fait. J'ai fait lui qui avait à New York, là, que Bear Mountain, ouais, tous les Bear Québécois. Mountain, ouais, ça, c'est dommage Oui. qu'il n'existe plus parce que c'était vraiment une belle course, là. Mais Washington, moi ce que j'avais entendu, que c'était une course assez rapide. Oui, oui, c'était assez rapide. Puis c'est ça, tu sais, je pense que j'avais clenché le 80 km, je pense un petit peu en mode 8 heures, tu sais, c'était vraiment rapide, j'étais vraiment content. Puis Wow. j'avais fini septième overall, j'avais premier dans mon groupe d'âge, donc je pense que j'avais vraiment été content de cette course de trail-là. Sinon, je te dirais que j'ai vraiment été content aussi quand il y a eu le World Championship Xterra Trail Run. C'est assez récent. Avant, ça se faisait à Hawaï. Maintenant, ça voyage. Puis ça avait lieu à 1 heure de chez nous, à Sugarloaf, au Mont Sugarloaf. Et j'ai participé au marathon. Puis j'ai eu le uphill. Donc, j'ai monté le Mont Sugarloaf. Finalement, il y avait un segment là-dedans. Puis j'ai monté la montagne le plus vite. Puis après ça, ben, c'est sûr que j'ai ralenti un peu à la fin, mais ce qui m'a aidé, c'est que justement, c'est ça qui est le fun dans les courses de trail, c'est que les 12 derniers kilos, là, je commençais à les trouver difficiles. J'étais rendu à 35 kilos, puis là, il y avait une station de ravitaillement, puis j'ai rarement vu ça au Québec, mais il y avait de la bière dans une station de ravito. Wow. Et il y avait un Québécois qui était là, donc là, moi, j'ai pris mon petit verre de bière, puis ça m'a tellement, tu sais, rendu joyeux, puis ça m'a tellement changé de ma situation que j'avais là tu sais, en 30 secondes aussi, tu sais, les glucides qu'il y avait là-dedans, puis tu sais, je chantais un peu moins de douleur, puis là, au final, j'ai jasé avec mon ami jusqu'à la fin, on a dépassé du monde, puis finalement, on s'est super bien classé, parce que justement, on avait réussi à changer de mindset, tu sais, parce qu'on avait beaucoup plus de plaisir là, à la fin, là, comme ça, là. Donc ça a été vraiment une belle course. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'était tellement beau, là. Il y avait des couleurs dans les arbres, là. C'était vraiment une belle journée. Euh, mais tu sais, il y a beaucoup de défis. On fait Québec 800 aussi à chaque année pour la Fondation Jeunes en tête. On fait Montréal-Toronto, mais à raison, on faisait le tour du Québec à course à relais. Ça, c'est vraiment le fun parce que tu sais, il n'y a pas de compétition. On court en groupe de vitesse. On court jour et nuit dans tu sais, des places qui sont vraiment différentes à chaque fois. Puis c'est un beau défi pour une belle cause aussi. Donc ça, c'est vraiment des beaux défis à chaque fois, là, que ce soit aussi tu sais, les Montréal-New York qu'on faisait avant, là, c'était très beau. Sinon, au niveau compétition, au niveau des triathlons, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je ne savais pas t'en dire un, mais c'est pas mal, tu sais, ceux que je t'ai nommés, ceux où ce que finalement je rencontre du monde puis j'ai vraiment du plaisir. Ou, tu sais, là, on a participé au Polar Bear Ultra l'autre jour, finalement, qui est dans la série Event Months, qui est une belle Ouais. organisation. On avait fait Beaver Ultra aussi. Et là, on a fait pour le Bear. Puis ben, ma femme, elle a gagné, donc ça, c'était vraiment cool. Puis elle a vraiment tu sais, une belle performance. Puis moi, j'ai rencontré plein d'amis, puis j'ai eu du fun, mais il faisait froid, là, c'était moins 30 moins 35 ressenti. Le principe, c'était de faire le 6,2 km le plus rapidement possible. Puis après ça, à chaque heure, recommencer. Puis c'était la moyenne de notre temps qui comptait. Donc, ouais, ça a été assez intense.
C'était une belle course. Puis sinon, ben, l'Ultra Trail de la Guadeloupe, ça fait 2 fois que je participe, une fois en 2018, puis une fois ici cette année, euh, où j'ai accompagné ma femme sur tu sais, peut-être une soixantaine de kilomètres au global dans la journée, cette journée-là. Puis j'ai fait le 10 kilomètres le lendemain, puis ça s'est bien passé. C'est vraiment, tu sais, un paysage différent, tu sais, de la boue qu'on n'a pas ici au Québec, de la végétation différente. Donc, de se ramasser vraiment, c'était vraiment des paysans. Il est très chaud, donc ça aussi, là, c'était vraiment le fun. Sinon, en 2018, j'avais fait le Guadeloupe Tri, qui est un triathlon demi-longue distance en Guadeloupe. Puis j'avais fini quatrième overall. Puis les Guadeloupéens sont vraiment forts, hein. C'est la terre des champions. Ils s'entraînent à la chaleur puis à l'humidité. Donc ça, c'est même plus avantageux que quelqu'un qui s'entraînerait à l'altitude. De fait de s'entraîner à la chaleur puis à l'humidité comme ça a beaucoup plus de bénéfices au niveau de la thermorégulation. Donc là, finalement, on avait passé 2 mois là-bas, puis à la fin, j'avais fait le Guadeloupe Tri. Puis j'avais fait vraiment une belle performance à la course à pied. J'avais fait la course à pied, finalement, celui qui avait fait le demi-marathon le plus vite parmi tous les participants. Puis Ah ouais. j'avais bien fait. Puis ce qui était le fun, puis c'est là que j'ai remarqué ça. Puis aussi dans les courses que j'ai faites aux États-Unis, c'était vraiment les bourses qu'on recevait lors de ces courses-là. Et c'est pour ça que là, on a vraiment mis de l'avant les bourses, exemple au marathon du Mont-Mégantic, là, ceux qui font le marathon, ben, les élites, ils ont une bourse. Donc, on trouvait ça important de remettre aussi à ceux qui s'entraînent très fort là, pour faire les podiums, de récompenser des organismes, mais aussi de, tu sais, de faire des courses pour les enfants puis d'accueillir les familles là, pour que ça soit vraiment un événement qui est global puis rassembleur. Ouais, puis c'est quelque chose qui revient souvent dans ton discours, hein, je pense, d'être courir pour des organismes. Puis là, ta série de courses aussi, c'est tout associé à des organisations. Puis c'est de où que ça vient, cette importance-là pour toi d'aider des organismes? Ouais, ben en fait, c'est un peu redonné parce que justement, tu sais, moi, j'étais vraiment un délinquant quand j'étais adolescent. Puis il y a beaucoup d'organismes comme Action Jeunesse l'Ouest de l'île ou le YMCA qui m'ont aidé, qui m'ont pris en charge. Donc, c'est des organismes qui m'ont aidé justement, tu sais, à l'adolescence. Puis après ça, ben, quand j'ai commencé à travailler comme kinésiologue, tu sais, mon travail, c'est vraiment de promouvoir les saines habitudes de vie et le sport, puis que, tu sais, la communauté, elle soit plus en santé. Puis je pense que de pouvoir aider des organismes comme ça, ça va de soi, puis ça montre l'intégrité aussi de notre travail. Euh, Puis ensuite de ça, ben, quand on travaillait pour Esprit de Corps, ben, quand on a fait Montréal-New York, on amassait des fonds pour des organismes. Donc, c'est là que tu sais, j'ai vu quand on organise un événement, ben, c'est important de redonner puis d'aider finalement la communauté. Ok, ouais, c'est super cool ça. Puis comment que c'est né au juste ton projet de course nature? Mais là, avant qu'on parle de ça, moi j'ai su en pré-entrevue que c'est toi qui avais organisé la première édition de Gosford, que j'ai trouvé des traces sur Internet de ça, mais sans Ouais. plus. Ça fait longtemps. Puis, tu vois, ma femme était pas, on n'était pas ensemble à ce moment-là. Puis, j'ai essayé de réussir à faire un site Internet, organiser la course, les ravitaux, les médailles, aller chercher les bénévoles. Puis, tu sais, j'étais quand même jeune, tu sais, j'étais au début de la vingtaine, donc c'était beaucoup là pour un jeune d'organiser ça, baliser. Je me souviens que j'avais balisé tout seul tout le 30 km. C'était vraiment une course difficile. Puis les sentiers étaient moins entretenus qu'aujourd'hui. Donc là, maintenant, avec les sentiers frontaliers, ils font vraiment un beau travail de baliser, d'entretenir ça. Puis ça faisait longtemps qu'on voulait justement organiser une course à Mont Gosford parce qu'on aime vraiment cet endroit-là. Donc, Mhm. on s'est dit, au début, là, on va mettre un 80 km avec le Mont Mégantic. Tu sais, ça va inclure un 80 km pour ceux qui veulent avoir des points ITRA, qui veulent justement, tu sais, faire un 80 km, puis avoir tu sais, un pointage UTMB Index. Et finalement, on trouvait que oui, il était rapide, mais il était quand même technique. Puis le fait de le faire sur 2 jours, c'était quand même beaucoup de charges pour l'organisation, avoir des bénévoles sur 2 jours et tout ça, c'était compliqué. Donc, on s'est dit, on va vraiment le séparer, puis on va faire une course sur les sentiers frontaliers qui part de Chartierville jusqu'à Woburn, de douane en douane, puis qui suit les frontières. Donc, c'est une des seules courses qui suit une frontière comme ça en Amérique. J'en connais pas beaucoup. Sinon, je pense pas qu'il y en C'est ait vrai, d'autres hein? qui C'est suivent un une bon frontière point, comme ça. ça, là. Ouais, 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 ouais. entre deux pays.
Puis finalement, c'est le 80 km qui a le plus de dénivelé au Québec aussi. Donc, ça rajoute vraiment un plus. Puis c'est quand même sauvage. Des super belles montagnes. Tu sais, souvent, ils sont super, c'est super la Gaspésie, c'est vraiment beau, mais c'est quand même loin en voiture, souvent de Ben, Montréal. c'est ça que j'allais te dire. C'est le seul coin dans le sud du Québec qui se compare un peu à la Gaspésie. Ouais, parce qu'il y a plus de, tu sais, sur le 80 km, il y a quand même plus de dénivelé. Puis aussi, c'est ça, tu sais, c'est C'est tellement technique, sauvage, là, là. tu sais, le nord des États-Unis, c'est super sauvage, puis le Ouais. mont Gosford aussi. Donc, il y a moyen de voir des animaux, puis on vit vraiment une aventure, là, quand on fait ce défi-là de l'Ultra Trail du mont Gosford. Puis on peut le faire en équipe de trois. Donc, c'est un 82 km. Donc, il y a trois sections là, de 25-27 km là, qu'on peut faire en équipe aussi. Ça, OK, c'est le puis 19 juillet. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez aller sur Course Nature, puis vous inscrire comme ça. Puis, justement, on soutient les sentiers frontaliers là, pour entretenir les sentiers. OK, super ça. Puis c'était-tu pour, je pense que c'était pour les 10e anniversaire aussi, hein, des Sentiers Frontaliers, c'est ça? C'est pour le 30e anniversaire. 30e, oh, excuse-moi. Ouais. OK. Donc, ça fait vraiment un bout, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, crème, c'est cool ça. OK, Ouais. super. Puis c'est vraiment, c'est tellement des beaux sentiers. Moi, je trouve que c'est un des bijoux les plus secrets au Québec, là, Gosford. J'essaie d'y aller au moins une fois par année. La Ouais, loupe, puis pour ceux qui nous écoutent, là, Gosford, c'est sauvage. Donc, oui, vous pouvez y aller. Mais là, tu sais, cet hiver, il y a quand même eu 5 secours, là, genre cinq évacuations là, par les pompiers, puis par tu sais, la SQ, il y a des hélicoptères qui sont allés. Donc, tu sais, tu sais, si vous allez là, déjà, là, soyez conscient de votre équipement, c'est important. ouais, Puis souvent, les gens, ils oublient hein, qu'en bas de la montagne, là, exemple, il fait 0. Mais en haut de la montagne, là, c'est sûr qu'il fait -10. Puis après ça, il y a plus de vent. Donc, le facteur vent, tu sais, tu peux partir à -20. Donc, si tu ouais. pars en bas puis il fait -20, là, attends-toi qu'en haut, il fait -40, -50. Là, il y a du monde qui sont allés faire du camping sauvage, tu sais, quasiment en sommet de la montagne. Ils ont eu froid, tu sais, à un moment donné. Alors, il a fallu les évacuer. Donc, ça, c'est important. Puis, tu sais, on est chanceux d'avoir accès à cette montagne-là, puis de pouvoir aller randonner là-dedans. Donc, il faut quand même être prudent, puis avoir le bon équipement, puis, tu sais, d'y aller avec précaution, puis d'être conscient de nos limites aussi là, quand on s'en va là-bas. Puis il y a pratiquement pas de couverture cellulaire aussi. C'est bien d'avoir une application offline que tu peux tracker tes trucs, télécharger une map. Il y a tellement plein d'applications à cette heure-là, Ouais. Ondago puis tout ça, que je pense que ça vaut la peine de conscientiser que ça comporte certains risques comme aller au Mont Washington, là. Exactement, c'est ça. Oh, oui, ça se compare, là. C'est sûr que Mont Washington, c'est très sauvage, mais c'est très haut, c'est beaucoup plus haut, mais on voit aussi que la zone alpine, il y a eu beaucoup de décès au Mont Washington. Là, à Mhm. date, tu sais, il y en a eu un au Mont Gosford, ça fait plusieurs années. Mais c'est ça, on voudrait pas que ça se reproduise parce que, tu sais, on aime les gens de la communauté trail, donc on veut vraiment que les gens fassent attention là aussi, là, qu'ils vont s'entraîner là-bas. C'est un super bel endroit, il faut juste bien être préparé. Tu sais, exemple, moi, je décide de partir en bas, je fais le tour, je monte en haut, tu sais, je suis capable de le faire en moins de 2 heures, donc là, je m'habille en conséquence et tout ça. Mais il y a toujours quelqu'un qui sait quand je pars, puis après ça, ben, quand je reviens, puis à l'accueil, bon, on signe bien le papier, tout ça. Euh, mais c'est ça, tu sais, ça peut être vraiment difficile. Puis des fois, ben, tu sais, il y a tombé une bordée de neige où il y a beaucoup de boue. Tu sais, les conditions sont différentes, sont changeantes. Puis il faut pas avoir peur de rebrousser chemin ou d'arrêter notre randonnée, justement, tu sais, pour éviter de se mettre en danger parce qu'on veut absolument aller au sommet. Puis finalement, on n'est pas prêt à y aller, là. Ouais, puis autre chose aussi que je tiens à mentionner, j'avais fait les sentiers frontaliers fin mai, puis il restait encore des bonnes quantités de neige à certains endroits. Fait qu'il faut quand même être conscient que c'est une zone alpine. Ça n'a rien à voir avec Sutton puis Offord ou ce genre de montagne-là. Là, c'est une autre catégorie. Là. Ah ouais, tu sais, tu parles de Sherbrooke, comme nous, l'autre jour, on est passé à Sherbrooke, il n'y avait plus de neige. On Mhm. arrive ici, il y a tellement de neige, puis tu sais, c'est pour ça qu'on organise le marathon du Mont Mégantic le 15 juin, parce qu'on même on l'organisait la fin de semaine d'avant. Puis encore là, tu sais, c'était un peu trop boueux parce que la fin de semaine d'avant, la neige elle venait de fondre au 1er juin.
Donc là, c'est pour ça qu'on essaie de le faire le 15 juin. On ne veut pas le faire trop tard parce qu'après ça, c'est la chaleur qui embarque, puis il y a beaucoup de monde dans le parc. Donc, on a vraiment une fenêtre pour organiser ça à cet endroit-là. Et ouais, il y a de la neige, il y a de la neige au Mont-Mégantic, c'est souvent jusqu'en juin, là. Mhm. Puis c'est comment que c'est né au juste cette aventure-là de course nature? Mais en fait, c'est que on a commencé vraiment avec tu sais, notre gros événement qu'on voulait organiser, c'est le marathon du Mont Mégantic, où il y a différentes distances, c'est le 2,5, le 7, le classique Franceville, le 16, le marathon à relais, le marathon. Puis là, ben là, après ça, on voulait organiser un événement pour justement la bouée. Donc, on avait cet événement-là. Puis après ça, ben, l'année suivante, on voulait faire le triathlon international Piopolis Carabasset Valley. Parce qu'on voulait unir les deux communautés de chaque côté de la frontière parce que c'est super beau de l'autre côté, on aime vraiment les gens de l'autre côté, puis on voulait qu'ils viennent nous visiter, puis nous on voulait aller les visiter, donc on dit on va faire un échange anglais-français avec les écoles primaires aussi de chaque côté de la frontière pour vraiment apprendre à communiquer avec eux, puis qu'eux communiquent avec nous. Puis là finalement, je pense qu'il y en a certains qui en auraient besoin de le faire. Et le samedi, ben en fait, on a juste un triathlon à Piopolis où il y a distance découverte, sprint, olympique. Il y a aussi le demi-marathon de Piopolis avec un 5, un 10, un demi-marathon. Puis le lendemain, il y a le demi-marathon de Carabasset Valley. Donc, c'est une grosse fin de semaine, tu sais, de sport, cette fin de semaine-là. Puis là, cette année, justement, il y a le longue distance aussi, qui s'en va aux États-Unis, mais qui revient puis qui finit en haut du Mont Mégantic. Donc là, on avait organisé ce triathlon-là. Donc là, on avait deux événements comme ça. Là, l'année suivante, on a organisé le marathon de Sherbrooke parce qu'on voulait, en partenariat avec la santé publique, on voulait organiser un marathon à Sherbrooke. Il n'y avait pas de marathon à Sherbrooke pendant l'été pour pouvoir aussi promouvoir les longues distances en milieu estival quand il fait très chaud. Donc, de le faire la nuit sur une boucle où ce que les gens ont accès à de l'eau souvent, ils peuvent se faire arroser. Donc, là, de montrer finalement qu'il y a des techniques d'organiser des événements comme ça, même en été. L'année passée, on l'a fait dans la journée la plus chaude. Donc, finalement, on avait cet événement-là qu'on a fait pour la Fondation des Mille Pattes. Donc là, on avait ces événements-là. Puis aussi, il y a le demi-marathon de l'Ouest de l'île qui s'est rajouté pour Action Jeunesse l'Ouest de l'île. Et là, justement, Tout Court il est partenaire de cet événement-là. Donc, il en fait la promotion toutcourt.ca où ce que vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur la course à pied. Donc, je fais des chroniques aussi sur ce blog, sur cette page-là. Et là, le fait d'avoir trouvé quatre événements, on voulait juste regrouper ça sur un site web pour que les gens, finalement, ils se perdent pas sur tous les sites web qui pourraient exister. Puis c'est quand même long, c'est ma femme qui travaille sur les sites web, elle est vraiment bonne. Mais on voulait pas, avoir là, que les gens y Pour arrivent sur le s'éparpiller site un moment web donné et aussi. qu'ils peuvent retrouver les différentes courses comme ça. Ouais, ouais, Et ouais. se mettre ça sur un chapeau, pour les assurances aussi, c'était plus facile parce que c'est un gros enjeu quand on organise des événements. Ensuite, c'est pareil pour les bénévoles. Puis aussi le sentiment d'appartenance que quand tu fais un événement, ben tu sais que c'est Course Nature qui l'organise. Mais aussi, on a le championnat Course Nature, finalement, qui regroupe les différentes courses de Course Nature. Donc, tu peux acheter finalement un billet qui te permet de participer au championnat. Puis après ça, tu as un pointage selon ton positionnement dans les courses. Et ça, c'est avantageux parce que quand tu achètes finalement ce billet-là, ben, tu retrouves à pouvoir faire différentes distances, des différents événements comme ça, moins cher que si tu achetais de manière individuelle. Mais aussi, il y a une bourse, puis il y a une récompense aux gagnants qui gagnent le championnat course nature. Donc, on voulait faire un championnat aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a regroupé ça sur Course Nature, qui est un OBNL. OK. Puis de où que ça vient cette idée-là d'avoir un OBNL pour partir des événements de course? Je trouve ça vraiment, vraiment cool, là. Ben, en fait, c'est ça, tu sais, on n'est pas un organisme à but non lucratif. On voulait vraiment se distancer de exemple d'Ironman ou de différents organismes rock and roll. Mais tu sais, maintenant, Ironman, il dit, tu sais, même l'UTMB aussi, puis Mhm. rock and roll, tu sais, les marathons. Donc, c'est des grosses entreprises. Puis nous, on voulait être plus proche des gens. On voulait vraiment redonner à la communauté. Puis aussi, ben, tu sais, d'avoir un OBNL aussi avec la Fédération d'athlétisme du Québec, mais ça nous permet justement tu sais, d'avoir un prix qui est avantageux, puis d'offrir finalement un bon service, d'offrir des bourses parce que nos assurances, ils coûtent quand même moins cher quand on a un OBNL là, comme ça. Donc, OK, c'était OK. vraiment un gros avantage là, aussi au niveau organisationnel de le faire de cette manière-là. OK, OK. Super, ça. Puis Course Nature, c'est toi qui as choisi ce nom-là?
Ben avec ma femme, puis on a quand même tu sais, demandé l'avis de différentes personnes. Puis c'est parce que tu sais, l'année passée, on a organisé le marathon du Mont Washington, qui était une course sur route en descente, 800 mètres de dénivelé. Donc aussi, là, l'année prochaine, on leur fera pas pour différentes raisons. Mais après ça, on organisait quand même le triathlon de Piopolis-Carabasset Valley. Donc, on se retrouve aux États-Unis. Puis le fait d'avoir Nature Race, tu sais, en anglais, puis d'avoir course nature comme ça, tu sais, en français, ça me permet que ça soit plus facile de retrouver finalement de cette manière-là aussi quand finalement on monte le nom aussi, c'est plus facile à retenir de cette manière-là. Puis aussi, ben, en fait, c'est tout simplement course nature parce que tous nos événements qu'on organise, c'est vraiment accentué sur le panorama puis la beauté du paysage. Donc, de vraiment montrer, faire découvrir différentes régions. Tu sais, même à Montréal, tu sais, le demi-marathon de l'Ouest de l'île, il se trouve dans le parc nature du Cap-Saint-Jacques. Donc, même si c'est à Montréal, c'est un parcours qui est super rapide, mais qui est très naturel. Donc, tout, puis au marathon de Sherbrooke, ça se trouve au parc du Lac des Nations. Donc, malgré le fait qu'on est en ville, c'est un parc, c'est très naturel, le lac est beau, on trouve beaucoup de végétation. Donc, on voulait, c'est vraiment un peu notre image de marque de faire des événements en nature. Puis aussi, ben, on est proche des gens. Donc, quand on organise un événement, ben, tu sais, tu peux venir nous voir, puis nous parler, puis on est vraiment nature, tu sais, on est naturel, on reste nous-mêmes. Puis donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça course nature. Super, c'est vraiment cool ça. Puis, si tu aurais un événement, mettons, à recommander aux auditeurs, ou c'est lequel ton événement signature selon toi? Ben, c'est le marathon du Mont-Mégantic, là, quand même. Parce que c'est sûr que le parc national du Mont-Mégantic, il nous tient à cœur. C'est vraiment un bel événement. Puis c'est très familial. Donc, il est quasiment complet. Donc, il reste quelques places, là, parce qu'on a quand même, avec le parc, on a une limite de personnes, là, pour pas détruire les sentiers. Mais c'est un événement qui, tu sais, si me dirait Félix, t'as juste le droit d'organiser un événement, ça serait lequel? Ben, je garderais le marathon du Mont-Mégantic parce que on aime vraiment l'endroit, on aime vraiment travailler avec l'équipe de la CEPAC, on aime vraiment cet endroit-là. C'est sûr que les autres événements, je les aime beaucoup aussi, mais le marathon du Mont-Mégantic, il est vraiment spécial. Super, ouais, j'ai vraiment hâte d'aller découvrir ça cette année. Je suis inscrit. Puis j'ai tellement entendu des bons commentaires. Puis moi, ce qui m'a rejoint, c'est que c'était une course d'ambiance roots, old school. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun, là. C'est tout à ton honneur, là. C'est gentil, puis c'est drôle que tu me dis ça parce que finalement, tu sais, dans le triathlon de Piopolis aussi, tu sais, on s'est fait dire ce commentaire-là. Puis on le prend très bien parce que c'est ça qu'on veut mettre de l'avant, tu sais, on veut être proche des gens, puis on veut que ça soit vraiment, tu sais, naturel, on veut pas que ça soit compliqué. Vraiment que les gens aient du plaisir à se retrouver puis à courir ensemble pour, tu sais, comme événement, puis que les gens se parlent. C'est vraiment ça qu'on veut, là. On veut pas une bannière partout, puis de publicité à outrance ou trop de déchets. On veut que ça soit éco-responsable quand même. Alors, c'est pour ça qu'on essaye de faire ça le plus simple possible, là. Puis souvent, ben, on offre des bons cadeaux qui sont éco-responsables. On essaie vraiment que ça soit marquant. Donc, des fois, ça se peut que vous ne voyez pas de médaille dans les événements, là, ça dépend vraiment, mais c'est parce qu'on avait vraiment un petit peu un enjeu d'éthique là, avec cet aspect-là. Puis on essaye vraiment de calquer un peu sur les Norvégiens qui, dans beaucoup de courses, ils donnent pas de médaille parce que finalement, c'est un beau cadeau, mais on veut vraiment que les gens y participent pour participer, puis qu'ils aiment vraiment le sport pour le sport, puis d'être avec les autres, pas nécessairement pour avoir une médaille à la fin, là. Mhm. Ouais, mais c'est de plus en plus à la mode, puis je trouve ça vraiment correct aussi. Puis je me rappelle qu'à l'époque, il y avait la chute du diable, puis il avait commencé à donner des médailles qui étaient un tronçon d'arbre imprimé, qui était un peu innovateur à l'époque. Puis il y a des gens qui étaient comme ah, c'est quoi ça? Mais moi je trouvais ça cool parce que ça rejoint le côté roots du trail. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, tu sais, on offre un cadeau, c'est pas nécessairement une médaille avec un collier et tout ça, mais tu sais, au moins, il y a quelque chose à l'effigie de la course, là, c'est sûr. Ouais, puis tu sais moi l'année passée j'ai fait ma première course de gravel bike, puis j'ai eu un verre qui est un verre de bière, puis je trouve ça pas mal plus pratique d'avoir ça qu'une médaille qui va traîner 2 semaines sur mon comptoir que je vais oublier un jour là. Ouais, exactement. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est vraiment un gros impact. Puis, tu sais, quelque chose que tu peux utiliser à tous les jours, ben, c'est beaucoup plus bénéfice, là, c'est sûr, là. Des fois, ben, ça fait même une meilleure visibilité qu'une médaille qui va se ramasser dans un fond de tiroir, là. Mhm. Ouais, tellement d'accord avec toi. Puis, écoute, toi, t'es kiné, depuis que t'es kiné puis que t'as tout fait ce parcours-là,
Est-ce que ça fait de toi un meilleur athlète? Oui, mais parce que ça fait de moi une meilleure personne. Donc là, je suis un meilleur athlète, c'est sûr, là, mais ouais, absolument. Mais il faut pas dire que, tu sais, je suis sorti de ma formation de kiné. Oui, parce que les connaissances que j'avais apprises ont fait que j'étais un meilleur athlète. Mais je pense que c'est beaucoup aussi l'expérience, hein. Puis, tu sais, comme je dirais à quelqu'un qui va étudier à l'université dans n'importe quoi, c'est pas l'université qui va former ta personnalité. Tu sais, il faut que tu la travailles à côté de ça. Puis l'expérience, ben, en fait, ça fait que j'étais un meilleur athlète parce que au final, j'ai mis en application, puis j'ai testé les connaissances que j'ai appris à l'université, puis en les intégrant, puis en faisant des erreurs, puis en prenant de mes erreurs, puis en continuant à avancer comme ça, ben en fait, je pense que ça fait de moi une meilleure personne, là, c'est sûr. En fait, j'ai étudié en kinésiologie parce que je savais vraiment pas dans quoi étudier, puis j'aimais vraiment ça. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à faire quelque chose que j'aime pas, juste, tu sais, parce que c'est intéressant comme, c'est socialement reconnu, ben, je vais faire quelque chose que j'aime. J'ai pas eu de misère tu sais, à l'université à suivre parce que j'aimais ça, puis c'était super intéressant. Donc, j'ai juste suivi mes passions, puis ça a vraiment eu un bon débouché parce que je suis vraiment, tu sais, heureux dans ce que je fais, puis je peux aider du monde à chaque jour, concrètement, là, ici à ma clinique, là, en les aidant soit avec leur objectif ou soit, tu sais, à diminuer leur douleur. Mhm. Super. Puis, suite à ta formation de kiné, tu as continué aussi à l'université, hein? Ouais, mais j'avais commencé une maîtrise en intervention en activité physique. Mais OK. après ça, que c'était vraiment dur parce que c'était beaucoup plus recherche que du concret. Puis, mais c'est surtout que, tu sais, sans enlever rien aux professeurs parce qu'ils sont quand même rendus là, mais tu sais, c'était pas des professeurs qui avaient nécessairement des saines habitudes de vie. Donc, je me Hmm. reconnaissais moins là-dedans. Puis, finalement, tu sais, ils essayaient de me challenger, mais pas de la bonne manière. Donc, finalement, j'ai arrêté cette maîtrise-là. C'est là que j'ai organisé le tour du lac mégantic avec un professeur de la région, avec une école de la région de Mégantic avec Fatima. Elle voulait partir un club de course. J'ai dit oui, un club de course, mais ça prend un objectif. Je veux faire le tour du lac à course à relais avec les enfants. Donc, on a fait ça. Puis en 2016, on a gagné le grand défi Pierre Lavoie avec ce défi-là. Donc, les enfants, ils ont pu aller au stade olympique, voir l'arrivée du grand défi Pierre Lavoie, puis ça les a marqués beaucoup. Donc, ça, c'était vraiment cool. Donc, j'attends toujours par la poste mon papier de maîtrise là, en intervention en activité physique là, suite à ça. Mais après ça, je suis retourné vraiment dans quelque chose de plus concret qui était le diplôme d'éducation spécialisée, là, le deuxième cycle là, en thérapie manuelle puis en éducation musculo-squelettique. Donc, c'est beaucoup plus hands-on, tu sais, vraiment, je pouvais travailler dès qu'on était en classe, on bougeait, puis moi, j'avais besoin de bouger, donc ça, c'était plus actif. Puis je me suis retrouvé plus là-dedans. Oui, notre professeur nous challengeait, mais c'était très concret, puis il était capable de justifier le truc. Donc, j'étais vraiment content de suivre cette formation-là. Puis ça a été ça. Puis après ça, il faut faire des formations continues tout le temps. Tu sais, alors on se tient à jour tout le temps. J'ai 32 crédits à faire à chaque 2 ans dans la formation continue. Je suis une formation en naturopathie aussi. Donc, je continue d'apprendre. Puis je pense que ça va être comme ça pour toujours. OK. Fait que t'es un passionné aussi, je pense, de cette découverte-là et des apprentissages, hein? Oui, oui, parce que ça continue à évoluer, ça évolue tout le temps, donc il faut se tenir à l'affût parce que dans 10 ans, peut-être que ce qu'on a appris, ben, il va y avoir des petites modifications, les recherches vont être différentes, il va y avoir d'évolution, donc il faut se tenir à jour, là. Ouais, puis tu sais, pour en revenir à ce qu'on a parlé beaucoup plus tôt, tu parlais de ton livre, justement, que tout a tellement évolué depuis, puis je pense, je suis tellement d'accord avec toi, là. Ouais. Puis des fois, ce qui est là, c'est bon, mais il y a des petits détails à rajouter. Il y a Donc, de oui, je vous l'optimisation de conseille de lire plus, le là. livre Courir ensemble parce que je pense qu'il n'y a pas des mauvaises affaires qui sont écrites dedans, Ouais, mais ouais. il y a plein de choses qu'on pourrait rajouter, là. Non, non, puis même récemment, j'ai replongé dans le premier livre de Patrice Godin, qui hey, j'ai un blanc de mémoire, mais tout le monde l'a lu, là, qui court en trail. Puis j'étais comme, aïe, aïe, ok, on parle de Ali Burton, puis des courses qui sont comme tellement dans un autre registre en 2016, puis 2014, puis tout ça.
Mais c'est cool de voir cette évolution-là en même temps, Ouais, là. puis on voit où ce que le corps humain peut repousser les limites. Tu sais, quand on regarde Mathieu Blanchard qui vient de traverser le Yukon avec 650 km, tu sais, à -30, -40, tu sais, on remonte il y a 10 ans, on n'est pas sûr qu'il y avait grand personne qui aurait réalisé ça ou, tu sais, on était moins là-dedans, là. Mhm. Ouais, clairement. Puis je pense que les athlètes étaient peut-être moins versatiles qu'aujourd'hui, de ce que je conçois du moins. Ouais, puis on le voit tu sais, en triathlon, il y a beaucoup de monde de triathlon qui ont changé pour faire du gravel bike, pour faire finalement de la course en trail. Donc, je pense que les gens, on l'a vu beaucoup avec la pandémie, ça a comme cassé des habitudes, puis là, ils ont voulu repartir sur d'autres choses. Puis c'est bien parce que ça crée de la variété. Puis comme kinésiologue, moi, je suis content de voir ça parce que ça rend que l'athlète est plus complet, il est plus polyvalent. C'est meilleur pour sa santé globalement parce que il fait moins les mêmes mouvements. Puis il fait, tu sais, c'est vraiment diversifié. Puis ça maintient la motivation aussi. Donc les gens sont plus portés à vouloir bouger parce qu'ils ont envie de le faire. Ben ouais, puis on le voit tellement avec des athlètes comme Kylian Jornet, qui a toujours été un super ambassadeur avec le ski de randonnée, puis la course, puis il a tout le temps été un ambassadeur de mixer plein de choses, puis je Ouais, puis pense on l'a qu'il vu avec ses peut... défis, hein, où ce que finalement il reliait des fois certaines portions en vélo en plus. Ouais, 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 c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que cette méthodologie-là est assez très prouvée, là. Ouais, puis on voit que la famille est super important pour lui. Tu sais, il inclut sa famille dans ses défis. Comme là, il était pas sûr de faire le TMB Chanty parce que finalement, là, il vient d'avoir son nouveau bébé. Donc, il priorisait justement de rester avec sa famille versus aller travailler puis aller faire une course. Donc, il nous démontre aussi que l'équilibre travail, famille, puis compétition est super important. Mhm. Super. Puis toi, qu'est-ce qui est plus marquant pour toi, mettons, que tu as vu évoluer dans les 10 dernières années? C'est une bonne question. Mais c'est sûr que la technologie est, tu sais, tu remontes avec un vélo de triathlon il y a 10 ans, là, on parle pas des mêmes vélos, tu sais, au niveau des composantes, des deux, ils tapent, les roues, la légèreté du vélo, l'aérodynamisme du vélo, la position, les arrêts au bord, comment c'est rendu. Donc ça a vraiment, vraiment changé depuis 10 ans, là, ça c'est sûr, là, ça a un gros impact. Puis après ça, même les chaussures. Tu sais, il y a Mhm. 10 ans, là, puis euh, moi, j'ai déjà enseigné des formations avec Blaise Dubois. Tu sais, c'est un super ami. Tu sais, j'admire vraiment tout son travail. Puis lui, en fait, c'est qu'il ramasse les recherches, fait une méta-analyse, puis tu sais, il a ramassé les recherches sur le minimalisme. Puis oui, c'était important le volume, tu sais, le stress mécanique, puis on regarde vraiment la cadence. Puis oui, la chaussure minimaliste, elle nous a permis justement de voir que peut-être que la personne, elle avait une meilleure technique de course avec une chaussure minimaliste, mais ça n'empêche pas, tu sais, dans ce temps-là, les chaussures, quand tu tombais sur une chaussure qui était un peu plus coussinée, ben, elle était beaucoup plus lourde ou beaucoup plus molle. Tu sais, c'était trop rigide. Mais ça a vraiment évolué, la chaussure, là. Tu regardes mes North Face Sky 2, c'est des chaussures de trail avec des super bons crampons, vraiment légères, genre 235 grammes. Et ils ont une plaque en carbone dedans en plus. La mèche est quand même molle. Donc, ça fait quand même que, tu sais, mon pied peut quand même bien bouger. Et ça reste une chaussure qui est très légère. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Ou si tu tombes avec la New Balance Elite Super Comp, que ça soit de trail ou de route, c'est une chaussure qui est incroyable parce que tu ne retrouverais jamais une chaussure comme ça il y a 10 ans, là. Avec le poids, la dynamisme que ça a, l'amorti, quand tu gardes finalement tu sais, un bon volume, un bon dosage, puis que finalement tu gères ta cadence, tu sais, je pense que c'est des outils qui sont incroyables. Donc l'évolution là-dessus a été grande. La technique de natation aussi, elle a modifié. Donc ça, j'invite les gens, si jamais il y a des gens qui veulent avoir une analyse de nage ou peuvent pas finir leur nage, mais tu sais, je peux les aider là-dessus. Mais après ça, je te dirais un gros changement aussi, c'est comme on a parlé plus tard, c'est vraiment tu sais, tout l'aspect du peaufinement, que ce soit autant au niveau de la nutrition qu'au niveau de la préparation mentale. Tu sais, quand les gens ils parlent du microbiote, tu sais, de faire attention justement à notre flore intestinale, puis que tu vois, probiotiques, il faut que tu manges tes légumes avant, il faut que tu t'assures que tu boives assez d'eau, tu sais, tu manges assez de fibres, puis que tu prends des trucs fermentés.
Et ça, c'est un truc finalement, tu sais, il y a 10 ans, on entendait plus ou moins parler ça genre, du deuxième cerveau, puis tu sais, de notre microbiote de la flore intestinale. Donc là, je pense que ça a un gros impact parce que il y a beaucoup d'athlètes qui souffraient de troubles digestifs parce que justement, ils prenaient trop de suppléments ou ils mangeaient mal à côté, puis finalement, leur inflammation était beaucoup trop élevée parce qu'il n'y avait pas une bonne alimentation là, comme ça. Donc, tu sais, il y a tous ces aspects-là qui ont beaucoup évolué depuis 10 ans. Là, c'est fou, là, pareil. Mhm. Ouais, puis je suis d'accord avec toi. Moi, deux choses que je t'écoutais puis que je voyais aussi. Puis c'est clair que les souliers, c'est hallucinant ce qu'il y a eu comme progression. Là. Si je regarde les Salomon d'il y a 10 ans puis aujourd'hui, puis je dis Salomon parce qu'ils ont toujours été là, mais Oka qui font des gros trucs puis qui sont super légers, coussinés. Oui, Narda qui est arrivé dans la game. Puis sinon, la nutrition, c'est quelque chose qui a tellement évolué aussi, là, parce que je pense que quand j'ai commencé à courir, ce qui était super populaire, ces marathons, c'était bon, les exacts ou les gels aigus. Puis là, on est rendu vraiment, vraiment ailleurs avec la nutrition liquide et puis toutes les peaufinements puis les options possibles. Là. oui, absolument. Super. Écoute, quand tu disais que tu donnes des ateliers de conférences, ça ressemble à quoi un peu au juste? Mais tu veux dire, exemple, je peux donner une formation en massothérapie à votre groupe cycliste ou à votre club de trail parce que des fois, oui, on veut aller voir je te conseille d'aller voir un kiné et tout ça, mais des fois, ça peut être juste, tu sais, comme le club cycliste, je donne des formations de massothérapie à des groupes cyclistes, c'est que juste pour la préparation, des fois, avant compétition, ou des fois, tu sais, c'est des bénévoles qui veulent s'impliquer avec le groupe cycliste. Puis finalement, tu sais, la massothérapie avant compétition, après compétition, ou c'est pas tous les organismes communautaires ou les groupes qui peuvent finalement, tu sais, peut-être se payer un kiné ou d'avoir un physio tout le temps avec eux autres et tout ça. Puis même si, par exemple, ils ont un kiné ou un physio, ben, en fait, je donne des formations en massothérapie qui permettent de peaufiner finalement le massage qui va être effectué soit avant compétition, après compétition ou pour gérer une blessure. Il va y avoir vraiment des différences. Donc, j'explique tout ça. Je démontre des vives tensions, des points gâchettes, travailler des tirements myofasciales. Donc, ça, c'est des types de conférences de formation que je donne. Sinon aussi, ben, pour votre club, votre groupe, je peux aussi donner des conférences justement sur la nutrition sportive, la gestion d'efforts et la préparation mentale, où tu sais, je donne des exercices pratiques aussi. Puis je vous vois vraiment, tu sais, où est-ce que vous êtes dans vos formations, c'est quoi que vous avez comme connaissance, c'est quoi que vous faites comme habitude. Puis après ça, ben, je pars de là, puis je donne des trucs concrets finalement au groupe pour qu'ils puissent s'améliorer là, par la suite là-dessus. Donc ça, c'est les types de conférences ou d'ateliers que je peux faire présentement. OK, fait que c'est un peu du sur-mesure selon le besoin Ouais, des puis si vous clients. allez sur Course Nature, vous allez voir aussi que un peu comme tu parles de sur-mesure, c'est qu'on offre aussi, tu sais, Course Nature, c'est qu'on offre le support à des organismes qui organisent des événements. Justement, tu sais, sur est-ce que vous avez besoin d'un photographe, est-ce que vous avez besoin d'un animateur, est-ce que vous avez besoin d'aide finalement d'organisation, parce que, exemple, une fondation ou un organisme voudrait organiser un événement pour aider leur fondation ou leur organisme. Donc, on peut organiser un événement pour eux. Donc, on offre des services à la clé comme ça pour des organisations qui pourraient en bénéficier, là. On Ah, se c'est déplace vraiment cool. partout au Québec, il n'y a pas de problème. OK, OK, c'est vraiment cool ça. OK, super. Puis, préparation mentale, moi, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Je sais qu'il y a du monde qui font ça, mettons, avant une compétition, là, 21 jours avant, tous les matins, ils se conditionnent à tout va bien se passer cette journée-là. Il y en a même des gens qui ont des auto-hypnoses. Puis toi, ça serait quoi ton approche avant une compétition? Ouais, mais en fait, je peux dire que ça se peut que tout ne se passe pas bien, là. Tu sais, Mhm. il peut y avoir des choses déjà que c'est de faire une checklist. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Tu fais une checklist et tu dis, autant pour un triathlon qu'un trail, bon, telle affaire à tel moment pourrait m'arriver. Ouais. Tu sais, exemple, que ce soit une crevaison en vélo, finalement, mes lunettes, ils cassent à la natation, je sais pas, moi, mon Des lacet crampes. en courant, peu importe, tu sais, la Ouais. situation qui pourrait arriver. J'ai mal au ventre, j'ai une crampe à tel endroit, je sais pas moi,
les trucs qui pourraient arriver. Je suis tombé, je me suis éraflé, tu sais, en course en trail. Euh, Puis selon la situation, ben, tu indiques la solution. Puis comme ça, si la situation se passe, ben, tu vas pouvoir avoir déjà une solution. Tu seras pas en train de la chercher, en train de courir, là. Tu sais, tu vas déjà savoir quoi faire d'avance. Puis si elle n'arrive pas, ben, tant mieux. Mais c'est sûr que de faire de la visualisation, puis de vivre ton événement en temps réel, puis de l'imaginer comme tu voudrais qu'il se passe, ça peut être très bien. Mais de le faire tout le temps en négligeant d'autres choses, d'autres trucs que tu pourrais faire à côté, ben tu passes à côté de quelque chose, là, c'est sûr. Ouais, je suis tellement d'accord avec toi parce que il peut avoir une certaine forme de déni aussi. Puis je pense que Exactement. quand tu es dans. Je vais prendre l'exemple d'une course trail, puis on parlait de distance de 80 km. Ben, 80 km, tu vas avoir deux, trois drop bags. Je pense que c'est bon d'avoir un plan A, B, C. Tu sais, ah, j'ai envie de manger du sucré, j'ai envie de manger du salé, puis emergency kit. Je pense que c'est bon d'avoir certaines stratégies comme ça de builder up. Puis, ouais, c'est vraiment super ce que tu dis, là. Ouais, puis de pas tester des trucs, idéalement de pas tester des trucs la journée de la compétition. Ah, Donc, c'est si tu as clair. ta nutrition, ben tu l'as testé d'avance, tu le sais que ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner à ce moment-là aussi de la course. Parce que d'essayer quelque chose, puis tu pars pour un 5 ou un 10 kilomètres, c'est beau, mais tu sais, rendu à 30 kilomètres, est-ce que ton système, il va le digérer de la même manière? Est-ce que ça va passer de la même manière? Mhm. C'est une autre chose, là. Tu sais, autre truc aussi que j'ai entendu récemment de David Roach, c'est qu'il disait chaque longue sortie qu'il fait, c'est qu'il part avec une intention. Bon, aujourd'hui, je vais préparer mon mindset à tout ce qui peut arriver. Prochaine sortie, ça va être je vais travailler spécifiquement ma nutrition. Après ça, ah, je vais travailler ma vitesse en montée. Peu Ouais. importe. Puis ça, je trouvais ça quand même intéressant, cette espèce de mindfulness-là sur un truc spécifique, là. Oui, oui, absolument, parce que finalement, tu focuses moins sur, exemple, la distance que tu as à faire ou juste la vitesse que tu dois maintenir, qui est souvent dur finalement à accepter mentalement. Donc, tu peux te concentrer sur d'autres choses. Puis, justement, tu sais, c'est ça qui va aider quand ça devient difficile ou quand c'est dur, parce que ça peut, ça arrive. Si tu es capable de focuser sur quelque chose d'autre, ou exemple la technique ou ce que tu as à faire parce que tu t'es donné un objectif, ben ça va aider déjà à partir. Moi, tu sais, juste un exemple simple, c'est que souvent en vélo, je partais, pour exemple, un 40 kilomètres, puis je buvais pas d'eau. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ben là, l'objectif, tu vas faire 40 kilomètres, tu le fais relax, là, mais tu sais, tu as une bouteille d'eau à boire, là, puis tu vas l'objectif, c'est que tu réussisses à la boire au complet de manière régulière. Donc, ça peut être Mhm. des trucs, c'est comme tu dis, c'est vraiment pertinent de pouvoir le faire comme ça. Puis, tu parlais de nutrition aussi, là. Puis toi, en longue distance, ça serait quoi ton ratio glucides par heure? Tu sais, récemment, j'ai reçu une nutritionniste sportive sur le podcast qui parlait de les études puis la science parle de 120 grammes par heure. Ça serait l'optimisation optimale, mais C'est beaucoup, c'est mais clairement ça beaucoup, hein. dépend toujours du gabarit de la personne. Ça Ouais. va dépendre de l'intensité que la personne elle va faire exemple, on parle d'un 100 kilomètres, Ben oui, mais peu ouais, ou importe. 80, c'est Ça une peut longue être un distance. marathon ou un 80 trail, là. Ouais, Peu c'est ça importe. exactement, mais c'est ça, ça va dépendre sur le nombre d'heures que ça va te prendre aussi. Ouais. La température, tu sais, fais-tu très froid, fais-tu très chaud, tu vas dépenser ton énergie différemment. Donc, de le calculer en fonction de ça, puis de voir justement, tu sais, c'est quoi que tu as besoin. Ça se peut qu'une personne, tu sais, aussi, elle dépense un peu plus de glucides, elle utilise un peu plus les glucides, mais il y a une autre personne, ça se peut qu'elle soit habituée à utiliser plus des lipides, tu sais, dans la longue distance. Donc là, le ratio, il va être un peu différent. Puis aussi, t'as beau dire que tu veux manger 100 grammes à l'heure, ou, tu sais, exemple, une personne normale, tu sais, ça va tourner aux environs de 250 grammes par jour. Mais c'est sûr que dans un événement, là, tu vas vouloir en avoir plus. Mais, si, exemple, tu dis, OK, ben moi, je devrais prendre 100 grammes à l'heure. Mais ça veut pas dire qu'il faudrait que tu le prennes d'un coup, ton 100 grammes. C'est de quelle manière tu vas le prendre au fur et à mesure de ton heure, là. Ça, c'est important. Puis un truc pour justement tricker un peu ton cerveau, parce que ton cerveau va te donner de l'énergie s'il sait que tu vas lui donner des glucides ou si t'es capable de le refroidir. Et à un moment donné, de manger trop de glucides, mais ça peut ne pas convenir à ton système digestif.
parce que Mhm. la concentration de glucose elle va être trop élevée. Donc, juste de garder le truc sucré dans ta bouche, des glucides dans ta bouche, puis de faire croire, genre, avec la salive, c'est y aller vraiment progressivement, ton cerveau, tu vas le faire croire que tu vas lui donner des glucides. Donc, au moins, il va pouvoir libérer de l'énergie, mais tu vas pas te ramasser justement avec des problèmes digestifs comme ça. Donc oui, tu sais, il y a un ratio, tu sais, c'est de le calculer, mais ouais, ça joue en fonction de ce que la personne elle a dit. Euh, mais je pense que si sur un 80 km, tu te mets à manger 600 à 800 grammes de glucides, là, c'est quand même beaucoup, là. Oui, c'est ça. Donc, c'est Puis mieux de varier. c'est clair. Puis on s'entend qu'il y a quand même un haut pourcentage de la population qui a un côlon irritable. Tu sais, c'est multifactoriel. Puis la nutrition, c'est pas parce que ça se passe bien en entraînement que ça va bien se passer en compétition. Puis c'est pas parce que ça s'est bien passé une fois que ça va bien se passer une autre fois aussi. Vaut mieux être plus prudent. Oui, tu as un plan de match. Tu sais quand est-ce que tu vas prendre les affaires à tel moment, en telle quantité. Mais Ouais. si jamais tu vois que ton système il digère un peu moins ou tu manques d'énergie, il faut tout le temps que tu puisses t'ajuster, tu sais, en fonction de ça. Puis de savoir, de reconnaître les signes et symptômes. Tu sais, quand je manque de glucides, je me sens comme ça. Quand je manque de sel, je me sens comme ça. Quand finalement je sens que je suis déshydraté, je sens que ça s'en vient, mais de réussir à avoir les solutions à ton problème, diminuer l'effort, puis de réussir à prendre ton truc, même si finalement il aurait fallu que tu le prennes 10 à 20 minutes plus tard, ben, tu sais, tu t'adaptes, tu t'ajustes, puis de pas attendre qu'il soit trop tard, que tu aies un mal de tête, que tu n'aies plus d'énergie, que tu aies les jambes faibles ou que tu aies la nausée parce que justement, tu sais, t'en as trop consommé ou pas assez, là. Mhm. C'est Ouais. de rechercher l'équilibre, puis on n'est jamais dans l'équilibre parfait, là, on va toujours varier un petit peu. Donc, Ouais. c'est de réussir à gager ça, puis de pas trop s'éloigner, là. Tellement d'accord avec toi. Puis je me rappelle, Mathieu Blanchard disait que un ultra qui se passe bien, c'est ta gestion de l'inconfort. Ta capacité à gérer l'inconfort. Puis, Ouais. Ouais, puis ça, si on le voit, puis exemple, tu sais, je pense juste à Maïté, dans son ultra-trail de Guadeloupe, 100 km, là, ça a perdu 4-5 ongles d'orteil, il était plein de graphing, tout plein de boue, parce que c'est un 100 km avec 4000 mètres de dénivelé, mais avec jamais des conditions qu'on pourrait retrouver au Québec, là, c'est comme incroyable comme course avec tellement de boue, de la boue que, tu sais, c'est tellement de sortes de boue, de roches, de racines. Puis justement, c'est ça qui va faire que la personne, c'est parce qu'elle était égale à la deuxième femme rendue au 70e kilomètre. Puis finalement, dans les 30 derniers kilos, elle est allée chercher 1 heure de différence sur la deuxième femme. Donc wow. là, c'est ça, c'est la gestion de l'inconfort rendu au moment où ce que ça devient vraiment difficile. C'est vraiment ça qui va faire la différence entre tu sais, la réussite d'un objectif, puis finalement, vraiment sortir de l'événement avec de l'amertume ou avec un sentiment de réussite, là. Mhm. Ouais, puis tu sais, ça se prépare en amont aussi, là. Ouais, c'est sûr que tu veux pas le faire à tous les entraînements, finalement, de te mettre dans l'inconfort. Ça Non. peut être de différentes manières, mais c'est sûr qu'il va falloir que c'est de le vivre. Il faut le vivre. Puis c'est Pierre Lavoie qui avait dit, c'est trouver le confort dans l'inconfort. Donc après ça, Alain Vigneault, qui est préparateur mental, dit si t'as mal à un endroit, ben t'essayes de vraiment focusser à un autre endroit de ton corps où t'as pas mal pour transférer vraiment le focus plus à cet endroit-là pour moins sentir ta douleur. Puis des fois, on le Mhm. voit, tu sais, on a mal à un endroit, puis là, hop, il y a une douleur qui apparaît à un autre endroit beaucoup plus intense, puis on sent moins l'autre douleur. Mais tu sais, il y a un système nerveux comme ça qui fonctionne, puis on peut jouer un petit peu avec, tu sais, à force de l'entraîner, là. Mhm. Super. Puis toi, au plan personnel, est-ce que tu as des courses de prévues cette année? Ouais, c'est bizarre cette année parce que je me suis dit je ferais pas de triathlon, puis là finalement j'ai envie d'en faire pareil. Alors on regarde, mais tu sais personnellement, je pense qu'on va s'enligner aussi vers la trail de la clinique du coureur parce que Maïté, elle devrait sûrement le faire. Alors on va y aller avec les enfants aussi. Qui Je est voulais un faire plus beau de 50K super compétitif, là. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, on va faire ça. Puis après ça, si on va voir, mais on voudrait vraiment aussi faire l'Ultra Trail Aricana aussi. Je pense que c'est le 65 qui est ouvert aux élites là, cette année. Donc, on aimerait ça s'enligner là-dessus. On veut pas trop en faire. Puis sinon, ben, je vais quand même accompagner Maïté au championnat du monde de 70,3 à Marbella en Espagne au mois de novembre. Donc, tu sais, autant, tu sais, oui, je veux participer à des événements, mais, tu sais,
y a des événements qui sont vraiment importants pour m'aider, puis j'essaie de plus la soutenir aussi, tu sais, là-dessus, là. Donc, Puis c'est en un peu même ça, temps, tu mon parlais d'équilibre tantôt, garder un certain équilibre familial, plus la gestion de tes courses. Tu coaches des gens. Tu sais, je pense que tu as une vie qui est assez occupée, là. Ouais, donc tu sais, j'ai tendance à arriver souvent à des courses un peu plus fatigué que je devrais. Donc, je me mets moins de pression qu'à certains moments dans ma vie, là. Mais le but, c'est de trouver du plaisir. Puis j'ai tellement du plaisir à rencontrer les gens durant les événements, là. C'est vraiment ça que j'aime plus me promener dans la nature. Mais tu sais, par exemple, je suis inscrit à un 50K, puis que je fais présentement cette année que, tu sais, dans mon 50K, que je fasse un 30K, un 40K, un 50K, tant que je me suis promené, j'ai rencontré du monde, j'ai eu du fun, puis tu sais, que Maïté, ça a bien été dans sa course, là. Moi, c'est vraiment ça mon objectif cette année, là. C'est de la soutenir, d'avoir du plaisir, puis d'avoir un équilibre, là, travail, vie, puis événement. Super, ça. Puis t'offres du coaching aussi, hein, je crois. Oui, ben c'est ça, je fais de la périodisation, tu sais, je fais des programmes d'entraînement, du suivi, du soutien. Donc, ouais, les gens ils peuvent me communiquer pour ça, autant en course de train, triathlon, course sur route. Je leur fais leur programme, puis je fais un suivi, j'analyse leur technique, puis tu sais, je les supporte dans leur objectif de cette manière-là. Ça me fait plaisir, j'aime vraiment ça. Là, j'ai des athlètes d'un peu partout au Québec, même un peu à l'extérieur. Donc, ouais, je continue à faire ça, puis j'ai de la place, donc je suis disponible. Ok, ok, super. Puis est-ce que toi, tu travailles avec la fréquence cardiaque? En fait, je vais fonctionner vraiment en fonction de ce que tu as comme outil. Tu sais, si Ok. tu es à l'aise de fonctionner à fréquence cardiaque, avec le Fait que toi, tu wattage, avec ta t'adaptes. vitesse, vraiment, je m'adapte, tu sais, en fonction de ce que tu as. Des fois, j'entraîne du monde qui ont aucun outil, hein, qui ont rien du tout. Puis j'en entraîne d'autres qui ont vraiment, tu sais, le compteur intelligent, le compute trainer, ils ont le endless pool chez eux, finalement, avec toutes les données. Tu sais, je suis capable vraiment de m'adapter. Alors, quelqu'un qui veut vraiment pousser le suivi raffiné puis électronique, puis vraiment avoir le bon suivi comme ça au niveau de la fréquence cardiaque, de la vitesse, du wattage, je suis capable de m'adapter. Puis sinon, ben quelqu'un qui n'a aucun outil non plus, puis qui part de zéro, je suis capable de l'accompagner aussi, là. Super. Puis est-ce que tu trouves que la fréquence cardiaque, c'est un outil qui est vraiment aidant? Oui, parce qu'en fait, ça nous permet de quand même de quand même s'ajuster, tu sais. Ça prend en considération la fatigue quand même de la personne. Si ça Mhm. s'entraîne le matin, le soir après son entraînement, est-ce qu'elle a vécu des choses stressantes dans sa journée et tout ça? Puis on peut voir vraiment la différence en fonction de ça. Puis aussi, ben, exemple, la personne elle s'entraîne ici, que ce soit sur route ou en trail, tu sais, je peux pas donner vraiment une vitesse spécifique. Donc, de fonctionner avec la fréquence cardiaque, mais au moins, je peux travailler dans une zone. Puis, je peux voir si la personne, finalement, est beaucoup trop dans une zone, on va dire jaune, mais finalement, tu sais, elle devrait faire la majorité de ses entraînements dans une zone qui est facile, puis d'avoir un bon pourcentage dans des zones d'intensité plus élevées pour augmenter finalement sa vitesse ou son aisance dans la descente quand c'est plus technique ou dans la montée là, de cette manière-là. Alors oui, c'est sûr que c'est spécifique à la personne. Il faut faire des bons tests au départ, puis retester parce que pour être sûr qu'on est dans la bonne zone, parce qu'au début, il y a vraiment une bonne évolution. Là, quand on commence un bon programme, il y a une bonne évolution. Puis après ça, il faut faire un test pour voir si justement on est toujours dans la bonne zone. Euh, mais faut se fier à d'autres choses. Je préfère vraiment beaucoup la perception d'effort, par exemple. Donc, même Mhm. quelqu'un qui n'a pas la fréquence cardiaque, de jouer avec la perception d'effort. Puis 6 sur 10, capable de parler, tu sais, 8 sur 10, capable de juste dire quelques mots comme à l'aide, jouer avec l'intensité de la respiration, l'essoufflement. Ça, j'aime ça aussi, là, parce que tu sais, quelqu'un qui a même pas de montre peut vraiment travailler avec la perception d'effort. Puis après ça, ben, quand elle se ramasse dans une compétition, puis elle sait que bon, elle devrait être à telle fréquence cardiaque, mais que finalement, pour d'autres facteurs, que ce soit une douleur, que ce soit la courbature qui viennent embarquer là-dedans, mais plus dans une perception d'effort élevée, mais peut-être que ça serait mieux qu'elle écoute aussi sa perception d'effort, là. Mhm. Ouais, 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 clairement. Super, ça. Puis, sinon, des athlètes qui s'entraînent en trail, j'imagine que tu travailles avec des ratios dénivelés puis des trucs plus différents un peu. Oui, oui, absolument. Puis on s'adapte à où est la personne, puis ce qu'elle a comme outil, puis selon son objectif, là, exactement. Puis après ça, bon, on travaille aussi, c'est quoi qu'elle aurait à travailler pour s'améliorer.
Tu sais, on essaie de voir c'est où sont les lacunes, c'est-tu en descente, c'est-tu en montée. Finalement, dans sa course, c'est quoi qu'elle va avoir comme terrain, puis c'est où qu'elle peut avoir des bénéfices, puis finalement, c'est où qu'elle a certaines lacunes, puis où elle peut s'améliorer comme ça. Puis après ça, ouais, on y va. C'est important là, de voir le dénivelé parce que j'ai beau donner un volume ou une intensité, si on prend pas en considération le dénivelé, c'est sûr que la personne elle peut se blesser si on en fait trop, là. Ben, tu sais, c'est parce que si je pense juste à la traversée de Gosford que tu organises, qui est plus de 4000 mètres de dénivelé, tu sais, un triathlète normal qui dit, hey, je me pitch dans le trail, je vais essayer ça. Il y a quand même une période d'adaptation aussi, de transition, je pense qu'il faut Absolument, c'est sûr. considérer, hein. Ah oui, absolument. Oh, oui, puis c'est sûr que tu sais, faut que tu fasses du dénivelé, il faut que tu fasses aussi des portions qui sont beaucoup plus techniques, tu sais, un peu plus difficiles, parce que Ouais. c'est certain que là, on est plus dans du sauvage là, comme ça. Là. Mais au moins, tu sais, quelqu'un qui fait des Ironman, il part déjà avec peut-être qu'il a travaillé son mental, tu sais, il est capable d'avoir un meilleur discours, peut-être qu'il connaît un peu plus la nutrition, mais ça reste qu'on change d'environnement, là, puis quelqu'un qui est pas habitué à descendre dans les roches et les racines, ben il faut l'apprendre. Super. Puis ton marathon de Mégantic, c'est combien de dénivelé par curiosité? C'est 1900 mètres, le OK, marathon. fait que c'est quasiment 2000. Ouais, exactement. Fait que c'est quand même, mais c'est quand même corsé un ratio kilomètre dénivelé. Oui, oui, c'est ça. Oui, absolument. Puis tu as des portions qui sont quand même assez roulantes, dans ça pas trop techniques, mais tu as des portions qui sont très techniques. Quand tu montes puis tu descends le mont Mégantic, là, il y a quand même des gros boulders, des grosses roches enjambées, ce qu'on voit moins l'hiver. Donc là, on va changer d'environnement là, bientôt, là, parce que là, c'était le fun de courir dans la neige bien tapée, là, mais là, les roches puis les racines vont revenir. Puis après ça, ben, la montée de Saint-Joseph est quand même abrupte. Mais là, le changement qui va avoir lieu cette année, c'est qu'on n'envoie pas les gens au Mont Victoria. C'est qu'on les fait faire une boucle en arrière de l'Astrolabe. Ça va être plus facile d'aller les chercher si jamais il se passe n'importe quoi. Puis aussi, le Mont Victoria était très boueux et très racineux. Donc là, avec le parc, on a décidé de ménager ce secteur-là aussi. OK, OK. Super. Donc, Puis environ. ça se peut que le record du parcours il tombe parce qu'il va être un peu plus rapide là, cette année. OK, OK. Puis il y a combien de coureurs qui font le marathon pour me donner une idée? Ben, avec le marathon à relais, il va y avoir à peu près 250 à 300 coureurs là, quand même. Là. C'est pas tout à fait la moitié, mais ça un petit peu moins, qui participent OK. au marathon. Marathon et marathon relais là, ensemble. OK, Ils partent OK. ensemble, donc vous ramassez tous dans le même sentier ensemble. Super. Ben, en tout cas, j'ai super hâte de découvrir ta course cet été, là. Puis, ben, félicitations pour ce que tu fais aussi, là, ramasser de l'argent pour plein de fondations. Puis, tout ce que tu fais, c'est vraiment cool. C'est cool, ça fait plaisir. Puis merci de m'avoir invité. Ça m'a fait plaisir de te parler puis de partager. Si jamais n'importe qui a des questions sur n'importe quel sujet, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, puis pour rejoindre la page de ton événement, je vais mettre ça dans le descriptif du podcast, mais c'est coursnature.com. Exactement. Super. Puis pour te contacter pour du coaching, est-ce qu'on peut passer par là? Y a-t-il un autre meilleur moyen? Sur Facebook. OK, parfait. Meilleur moyen. Sinon, ben oui, vous pouvez me communiquer sur Course Nature aussi, c'est correct, là. info@coursnature.com. OK, parfait. Super. Ben écoute, ben bonne continuité, puis ben super bonne année, puis bonne chance aussi avec Gosford, là. Je pense que ça va être une belle course sauvage, un peu à la Gaspésie, sud du Québec, là. Ouais, non, ça va être cool. Puis c'est ça, ben, c'est ça qu'on disait, hein. C'est le fun d'avoir un terrain de jeu comme ça, assez proche des villes. Donc, on veut que le monde vienne d'un sentier frontalier puis qui découvre ces sentiers-là. Parce que plus on va être à passer là, ben, ça va être beaucoup plus motivant pour nous autres aussi de les entretenir, là. C'est des beaux sentiers. On est chanceux d'avoir ça, là. C'est magnifique. Puis par curiosité, est-ce que c'est probablement un one-shot deal, Gosford, ou ça reste à voir ou... Mais à date, on a quand même pas mal d'inscriptions, donc ça va être un bel événement. Donc, on va faire le premier événement, mais c'est quand même motivant de voir l'engouement. Donc, on a pas mal l'intention de vouloir l'organiser aussi en 2026, si tout va bien. Et peut-être qu'on va rajouter des plus petites distances là, à ce moment-là pour créer un événement tu sais, un peu plus accessible à tous, là, un peu plus Plus familial, parce qu'on d'engouement aime un ça. peu? Mais là, Ouais. on voulait vraiment se concentrer aussi niveau sécurité. On voulait se concentrer vraiment sur ce section-là de la traversée parce que c'était vraiment important pour nous autres de se concentrer là-dessus. Puis après ça, ben, peut-être qu'on va rajouter d'autres choses.
Puis ceux qui s'intéressent à savoir c'est quoi le parcours, aller fouiller FKT David Bombardier, puis Exactement. Ouais, mais c'est pas traverser. lui qui a le FKT, hein. Il y a deux jeunes qui l'ont battu par la suite, Ah mais ouais, c'est ok, quand même ok. David qui a pas mal fait le premier FKT là, comme ça. Là, ouais. Ok, ok. C'est qui l'a battu? Alors, ces deux jeunes, je me rappelle plus de leur nom encore, là, mais ouais, vous allez voir sur le site d'FKT, puis il y a deux jeunes qui ont fait le trajet un peu plus rapide. Je pense qu'il avait fait en 20 heures David, puis finalement, les deux jeunes l'ont fait en 16h50, là, quelque chose comme ça. Là. Ok. Puis Ouais, ça, c'est le sentier frontalier qui part de Chartierville, là. exactement, jusqu'aux douanes de Woburn. Ok. Super, ben écoute, ben bon succès, puis merci beaucoup pour tous tes partages, là. C'est un épisode rempli de richesses. Oui, ça a écouté plusieurs fois là, parce qu'il y a des subtilités. Hein. Super, merci à toi. Salut, bonne soirée, merci beaucoup.